Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 14 février. Aujourd'hui, pour temps long, j'ai le plaisir de recevoir Loïc Prudhomme, député de la France Insoumise de la circonscription 3 de Bordeaux. Bonjour Loïc. Bonjour Camille. Alors, on s'est connus il y a quelques années, en 2016, ouais c'est ça, 2016, au moment du mouvement Nuit debout, sur lequel moi j'étais présent en tant que photographe. Et c'est à cette occasion qu'on a fait connaissance. Depuis, s'est passé pas mal de choses, notamment pour toi, puisque suite à ce mouvement, ou plutôt dans la foulée de ce mouvement, tu t'es présenté pour les législatives et tu as été élu député. Et je voulais revenir sur ton parcours en fait de militant. Est-ce que tu peux expliquer un peu d'où tu viens et comment tu as été dans le militantisme ? Oui, alors ça tombe bien qu'on ait du temps long pour en parler, parce que si on veut faire l'histoire un petit peu complète, ça va prendre un petit peu plus qu'une minute. Moi, je suis à la base un militant associatif de longue date, un militant syndical aussi. Dans mon activité professionnelle, je suis fonctionnaire à l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique, qui est devenu depuis INRAE, avec le petit E pour environnement. Et voilà, donc militant syndical, toutes les batailles, on va dire, pour essayer d'améliorer le quotidien dans l'entreprise et à l'extérieur, en tout cas faire avancer des valeurs de partage, de réduction des inégalités, de lutte contre les injustices. Bon, ça, je vais dire, c'est le truc classique que tout syndicaliste ou militant associatif pourrait te raconter. Et puis, ce constat fait au fil du temps avec les camarades ici ou là que les luttes syndicales, les luttes associatives, on se heurte toujours à l'épreuve de l'efficacité de nos actions, parce que tout est décidé beaucoup, beaucoup plus haut par le pouvoir politique, en fait, qui nous impose des normes sociales par des lois, des règlements, des décrets. Et de fait de faire ce constat et de faire le constat que les gens qui étaient à ce moment-là, et c'est toujours vrai aujourd'hui, dans ces positions de décision, de pouvoir, au niveau politique, ne nous représentaient pas, et que élection après élection, finalement, on n'arrivait pas à avoir des gens qui nous représentent. Que quand il y en a un qui te déclare un matin l'ennemi c'est la finance, et qui le lendemain lui passe la main dans le dos pour mieux discuter avec et nous fabriquer Macron. Oui, c'était voilà. François Hollande au meeting du Bourget à Paris. Exact. Donc tout ça laisse des traces, quoi. Donc tu dis, il faut franchir ce cap. Alors j'avais essayé de le franchir d'une première façon, avec un engagement politique partisan, on va dire. C'était en 2011, si ma mémoire est bonne, au moment où justement on commençait à entendre cette alliance des luttes sociales et des luttes écologiques qui, moi, avait été rendue audible par notamment les discours de Jean-Luc Mélenchon. Et en 2011, je franchis le pas de prendre une carte dans un parti. Donc c'était le parti de gauche, j'imagine. C'était donc le parti de gauche à l'époque. Et c'était tout de suite après des élections municipales où il y avait le parti de gauche, mais aussi toute cette construction du front de gauche. Mmh. Avec les gens du Parti communiste français, les gens d'Ensemble, enfin bref, un mouvement assez large, assez ample, qui semblait regrouper tout cet arc des forces de gauche, comme en tout cas, je vais dire maintenant qu'on appellerait plus gauche de rupture. Mmh. Et donc voilà, ça c'était un premier engagement, et puis le constat a été amer, après beaucoup de temps passé d'investissement, une bonne animation ici sur le secteur, sur le secteur de la 3e circonscription, sur les villes de Bec, de Talence, de Villeneuve-d'Ornon, que finalement, ces logiques partisanes, en fait, tournent rapidement à des logiques de sauvegarde interne de sa propre existence. C'est-à-dire que tu te bats pour des idées, mais surtout, tu te bats pour continuer à ce que ton mouvement, ton parti, continue à exister, notamment au fil des échéances électorales, et aboutit, du coup... Cette recherche d'exister coûte que coûte, on va dire, ou quasi, parfois des compromis, voire des compromissions, ou des alliances électorales qui peuvent paraître de circonstance et qui oublient en fait le cœur de l'engagement politique, c'est-à-dire défendre les gens qui t'ont élu. Donc ce qui m'a amené en fait assez rapidement, après 4 ans, à dire bon, mais c'est pas
c'est pas ma tasse de thé, je rends ma carte et puis je vais trouver d'autres moyens de militer, de m'engager. Donc voilà. Donc là, on arrive en 2015. On arrive en 2015, ouais. Je veux dire, je reprends ma vie normale de militant associatif, de militant syndical. Surtout. Dans quelle association ? Alors moi j'ai été longtemps, puisque je roulais pas mal à moto, donc dans des mouvements motards aussi, et notamment la Fédération française des motards en colère, où on avait déjà un mot d'ordre qui était le partage de la route, tu vois, déjà dans une notion de partage, et surtout avec une pratique associative, démocratique, bien rodée, qui m'a beaucoup appris d'ailleurs, du fonctionnement des collectifs, et puis aussi un mouvement qui était utopiste, pour ceux qui ne connaissent pas. Je connais pas. Voilà. Puisque c'est ce mouvement-là qui, au sortir des années 80, quand les gens qui roulaient à moto étaient stigmatisés pour étant des décérébrés, des blousons noirs, et donc des gens irresponsables et de fait inassurables, trouvaient pas d'assureurs sur le marché pour assurer leur véhicule, ou à des prix prohibitifs. Et donc cette association, dans un mouvement d'auto-organisation, que je défends encore aujourd'hui dans ma position, voilà, l'auto-organisation est quand même aussi un mot d'ordre à la France insoumise, a créé sa propre mutuelle d'assurance, qui s'appelle la Mutuelle des motards, qui est née en 83, sur souscription de 40 000 personnes, 40 000 souscripteurs, sociétaires qui ont souscrit, et ont permis de créer cette utopie, qui aujourd'hui perdure encore, et aujourd'hui, une histoire incroyable. C'est un milieu que je connais pas du tout, mais c'est vrai que ça me fait penser que pourtant il me semble que maintenant les motards sur la route, ils ont plutôt bonne presse, non ? Ça n'a pas toujours été le cas. Oui, voilà, c'est ça. C'est toujours partagé, parce qu'effectivement, mais c'est comme toujours, quoi, quand on ne peut pas résumer la communauté motarde à une communauté homogène, en fait. Oui, bien sûr. Donc il y a forcément parfois des... Mais c'est vrai que j'ai ce souvenir, quand je conduisais encore, tu laisses passer un motard qui te fait le petit signe avec la main ou qui tend la jambe. Enfin, c'est des... Oui, c'est ça. C'est des gens qui aiment la route, en fait, quoi. Oui, et puis ce sentiment aussi qui est lié à la moto, pour ceux qui ont essayé ou qui l'ont pratiqué ou qui ont pu être passagers, qui est très lié à la notion de liberté aussi. Donc ça, c'est aussi assez marquant de ce monde-là. Et puis aussi une pratique et cet amour du deux roues qui est très transversal. Tu rencontres un ouvrier du bâtiment, un médecin, un avocat, un maçon, et les différences sociales sont assez vite gommées, et tu parles effectivement de ta moto, de ta pratique. Ça c'est aussi, et ça c'est plutôt pas mal, hein, même si c'est encore un petit peu minoritaire, un peu plus féminisé qu'à l'origine aussi. Donc ça permet aussi d'avoir ce côté un peu moins sexiste que ça pouvait être, en tout cas aussi dans l'esprit des gens, un milieu masculin, pour pas dire misogyne, voire un peu macho. Donc moi ça je l'ai pas trop ressenti longtemps. Donc moi j'ai lâché mes responsabilités associatives un petit peu avant mon engagement politique, et la personne qui a repris derrière moi était une adhérente, une motarde, qui a été coordinatrice de la Fédération française des motards en colère pendant de nombreuses années, et qui faisait ça avec la même passion, le même cœur, la même efficacité que n'importe quel gars, quoi. Et voilà, donc c'est plutôt aussi un signe qui est envoyé à la société, c'est que les femmes ont leur place partout. Donc voilà pour cet engagement associatif, pour répondre à ta question. Donc on se retrouve en 2015, donc avec cette question aussi de comment construire au-delà de ce militantisme associatif, syndical, partisan, j'allais dire avorté, ou en tout cas auquel j'ai renoncé, pour porter nos revendications, qui sont à mon sens aujourd'hui encore majoritaires dans le pays. Et c'est là qu'arrive effectivement ce mouvement Nuit debout au mois de mars 2016. Voilà. Qui est quelque chose qui, aujourd'hui encore, et c'est la preuve, notre rencontre aujourd'hui, a construit des bases, des fondations de quelque chose qu'on n'a pas perçu au moment même, mais qui avait été un élan incroyable. On a passé effectivement des mois de lutte, de politisation aussi, au sens où on parlait sans cesse de la façon dont on souhaitait que la société s'organise, comment on souhaitait nous l'organiser. Quand je dis nous, tous les militants qui étions là,
venant de parcours très différents. Je viens de parler un petit peu du mien, mais il y avait des gens pour lesquels c'était le premier engagement associatif, il y avait des gens plus militants des fois dans des sphères, et tu viens de le dire, tu connaissais pas le milieu motard, et moi je connais plutôt un peu moins bien aussi le milieu peut-être culturel, militant culturel, et tout ce milieu-là s'est retrouvé là au moment des Nuits debout. Et il y a eu une espèce de melting pot, là, pour utiliser un anglicisme, en tout cas, ce grand mélange des milieux militants, moi qui m'a vraiment m'a fait vibrer quoi, pendant plusieurs semaines. Je le disais, on s'est retrouvés, on a mené plein de réflexions, aussi beaucoup d'actions. Et c'est ça qui nous a fait aussi beaucoup construire ensemble. C'est qu'on était certes dans la discussion, la réflexion de l'organisation de la société, mais on était dans l'action concrète de comment faire changer les choses. Et ça, il y avait aussi une réponse à beaucoup de... Je l'ai notamment retrouvé chez des jeunes militants qui avaient envie d'action et de changer les choses tout de suite. Et puis parfois quelques vieux dinosaures syndicaux qui freinaient des cas de fer en disant attendez, le changement c'est pas maintenant. Le changement c'est pas tout de suite, il faut s'organiser, il faut une structure, il y avait trop d'urgence quoi à ce moment-là pour dire on va attendre que tout le monde soit d'accord sur la façon dont on structure. Est-ce qu'il faut un grand calife, un sous-calife, est-ce qu'il en faut pas, est-ce que c'est complètement l'auto-organisation, est-ce que c'est une organisation horizontale, semi-verticale, oblique, diagonale, j'en sais rien. Enfin bon, des discussions sans fin, quoi. Mais en tout cas, il y avait une soif d'action et ça s'est concrétisé par de l'action, effectivement. J'ai souvenir à l'époque, nombre d'entrepôts logistiques bloqués, des nuits entières, pour faire entendre une alternative. Et ça c'était vraiment quelque chose de fondateur. Ça a duré un petit moment en plus à Bordeaux quand même, place de la République. Je sais pas, j'ai pas de référence sur l'ensemble du territoire, mais je pense qu'on n'était pas en reste par rapport à l'occupation parisienne. Alors c'est quand même assez étonnant parce que moi j'ai couvert les mouvements sociaux à Bordeaux en tant que photographe pendant 10 ans. Souvent on dit ça bouge pas trop. Et là sur les dernières années justement entre Nuit debout, loi travail et là les gilets jaunes, Bordeaux ça a été quand même parmi les villes où ça se structurait bien, où ça durait quand même un certain temps, où les mouvements ont été assez forts. Et oui, parce que tu reparles des gilets jaunes, parce qu'on a une particularité aussi sur le département, et Bordeaux cristallise ça, c'est que on a toujours cette dualité entre la métropole, un petit peu protégée, effectivement, socialement, même s'il y a de la misère dans tous les coins de rue à Bordeaux, et on le dénonce assez régulièrement, et puis la périphérie, banlieue rurale. Banlieue, le rural, avec notamment, comment on appelle ça, là, cet arc de la pauvreté qui suit aussi... la diagonale du vide. La diagonale du vide, je ne sais pas comment... C'est Ixchel Delaporte, dans son bouquin, qu'il a bien tracé, là, autour des vignobles et des grands vins. Donc voilà, on a cette dualité entre une métropole qui attire... la majorité du travail, des services, et puis tout le reste, quoi, qui est effectivement un vide de services publics, un vide d'emploi. Et donc, c'était ça aussi au Nuits debout. On était quelques métropolitains, mais il y avait aussi beaucoup j'ai souvenir de gens qui étaient là et qui venaient effectivement... qui venaient de loin. Qui venaient d'un peu plus loin, voire de beaucoup plus loin, de l'autre bout des fois du département, et qui ont permis à ce mouvement effectivement de durer, parce que la colère était déjà là. Et moi, ce que je trouve intéressant, parce que là, on se retrouve là, en 2022, avec des discussions d'actualité autour de la gauche, avec des gros guillemets. Moi, je pense que ça a un parallèle très direct avec 2016, les Nuits debout, et ce qu'on avait discuté et construit. C'est que pour moi, c'était les prémices de ce que moi j'appelle aujourd'hui la gauche de rupture, que certains appellent gauche radicale pour la marginaliser. Non, une gauche qui a vocation à diriger et à organiser la société, mais qui est une gauche de rupture, qui n'a plus rien à voir avec, on le disait, mon ennemi c'est la finance et tout ça. Il y a une vraie rupture à ce moment-là, une vraie construction aussi de ce pôle qui, même s'il n'est pas factuellement nommé ou analysé par les gens à ce moment-là qui participent à Nuits debout, mais en fait s'inscrivent dans cet espace politique de la gauche de rupture. Donc, mouvement Nuits debout, loi travail... D'ailleurs, si on revient un petit peu aussi sur ce qui s'est passé il y a 3 ans avec les Gilets jaunes,
si on fait le parallèle avec les Nuits debout, c'est le moment où on a commencé à voir en manifestation, en tout cas à Bordeaux, moi je me souviens très bien, parce que comme je te disais, j'ai photographié pendant 10 ans les mouvements sociaux. Là, on a eu droit aux lacrymogènes, aux LBD, aux arrestations arbitraires. Ça a été vraiment, à ce moment-là, à partir du quinquennat de Hollande et la loi travail, qu'on a commencé à voir ça, et ça s'est clairement amplifié sous Macron. Tu es d'accord avec moi avec cette analyse ? Alors, j'avais pas daté ça comme ça, mais toi qui es effectivement, j'allais dire, documentariste de ces luttes par tes photographies, effectivement, il y avait déjà, j'ai souvenir où on s'était bien fait malmener par les forces de l'ordre sur quelques actions qui étaient pourtant toujours pacifiques, mais symboliques. Et effectivement, quand tu l'évoques là, c'était les prémices de l'hyper, on va dire, comment exprimer ça, comment le dire, répression ? Ouais, enfin, le virage où effectivement, comme il n'y a plus de réponse politique à la colère sociale et aux demandes de la population, effectivement, on met un couvercle sur la marmite, et ce couvercle, c'est l'utilisation des forces de l'ordre pour réprimer toute velléité à contester l'ordre établi, voire à organiser des propositions alternatives. Et on a vu ça sur des actions au moment des Nuits debout, on l'a vu aussi sur la place même, où se tenaient les rassemblements en place de la République à Bordeaux, avec des destructions de biens de matériel à plusieurs reprises, avec des verbalisations abusives, enfin voilà, tout ce que aujourd'hui paraît tellement banal, mais tu as raison que déjà c'était les prémices de ce qu'on a pu retrouver plus tard, quoi. C'est même à Paris qu'il y a eu le premier éborgné en manifestation pendant la Nuit debout au travail. Ouais, mais tu vois, ça je l'avais pas dans mes radars. Donc, Et alors, du coup, là on fait un petit bond en avant, donc le mouvement s'arrête, on arrive gentiment en 2017 avec la campagne présidentielle et des législatives. Et comment ça s'est passé, toi, pour te présenter justement aux élections, à la députation ? bah, c'est ce que je te dis. C'était mûri déjà depuis un moment, ça, Non, ce qui était mûri, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que les leviers du pouvoir, les leviers du changement, pour de vrai, ceux qui permettent de changer l'organisation de la société, ce sont des leviers qui sont au niveau politique. Donc, quand tu as des gens qui ne te représentent plus, soit tu les vires et tu espères que le suivant sera meilleur, mais enfin moi j'ai plus de 50 ans, ça fait 30 ans que j'espère ça n'arrive jamais. Soit tu te dis finalement ça n'adviendra jamais, et puis j'allais dire on est assez, on s'est confronté aussi à cet engagement militant aux Nuits debout. On est assez compétent, assez clair dans nos idées pour dire finalement ces gens-là on peut très bien les remplacer. Et en étant sinon au moins aussi compétent, mais en tout cas bien plus juste que ce qu'ils font, et pour représenter l'intérêt général plutôt que leurs intérêts particuliers. Et donc moi c'est la bascule, dans ma tête, dire les leviers sont là et il faut que on prenne ces leviers en main, c'était déjà présent dans mon esprit. Mais c'est l'opportunité en fait de cette expérience aussi du côté partisan qui moi m'avait semblé un petit peu trop un carcan un petit peu trop réducteur, qui t'entraîne des fois dans des discussions, des batailles qui sont annexes, et en tout cas qui sont pas au cœur de la lutte, qui m'avait fait un petit peu lâcher l'affaire du côté engagement partisan. Mais là on est fin 2016 ou début 2016 même, où on voit apparaître cette espèce d'objet politique non identifié qui est la France Insoumise. Oui, voilà, parce qu'il faut le préciser, c'est pas un parti politique. C'est un mouvement politique à l'origine. C'est-à-dire que t'as pas de carte d'adhérent, quoi. Non, voilà. Moi j'ai pas de carte, j'adhère à rien, à part aux idées, et encore pas à toutes, parce que si c'est un mouvement ou un programme politique auquel tu adhères à 100%, c'est plus un parti, c'est une secte, quoi. Je veux dire, on a tous aussi une part d'appréciation personnelle et un taux d'accord, de désaccord, et des sujets sur lesquels on peut avoir des discussions. Donc voilà, c'est un mouvement politique qui permet à chacun de venir à la hauteur de ses envies, de ses disponibilités, contribuer. Et donc voilà, moi je regarde ça avec beaucoup d'intérêt, parce que justement il n'y a plus cette côté t'adhères, et donc voilà, t'es contraint par une discipline ou une logique partidaire, et donc ça c'est plutôt intéressant. Et puis ça répond surtout aux promesses de ce qui est annoncé, parce que moi je suis aussi très méfiant entre les annonces et puis ce qui se fait factuellement sur le terrain. Il y a parfois une marche plus ou moins haute, et souvent très haute. Mais là en l'occurrence c'était un mouvement qui
qui proposait aux citoyens de s'emparer de la question politique, de se saisir des valeurs, et qui, je le disais, me semblait, moi, partagé largement par notre camp social, et dire, voilà, vous avez cet outil-là, vous pouvez vous en saisir. Il y a, par circonscription, notamment au moment des élections législatives, des assemblées qui sont ouvertes à toutes et à tous, et venez discuter de qui vous voulez pour vous représenter. Venez vous présenter. Venez là et décider de l'avenir. Donc, voilà. Alors voilà, moi je voulais te faire venir aussi pour qu'on explique un peu la fonction de député, comment ça fonctionne. Mais avant ça, j'avais aussi une question. La circonscription dans laquelle tu as été élu, c'est combien d'électeurs à peu près? Autour de 100 000 à peu près, c'est le découpage. Hein. Et toi, tu as été élu avec combien de pourcentage? Là, tu me fais des questions où ma mémoire flanche un peu. Il y avait déjà 50% d'abstention. C'est les premiers mots que j'ai prononcés, moi, quand le soir du deuxième tour, j'ai été élu en disant je fais pas le fanfaron parce qu'avec 50% d'abstention, on peut pas s'estimer hyper légitime. Mm-hmm. Et en gros, on est autour de 20% du corps électoral, tu vois. Ouais. Donc c'est pas, il y a pas matière à être fier ou en tout cas à fanfaronner, à se revendiquer comme représentant de l'ensemble des électeurs. Et ça, c'est une bataille qu'on mène en ce moment, d'ailleurs. C'est pour dire aux gens, ces batailles électorales, ces batailles politiques, elles vous concernent en premier chef, et donc inscrivez-vous sur les listes, participez au scrutin, parce qu'aujourd'hui, dans la Ve République, on a guère d'autres leviers pour faire changer les choses. Ça consiste à quoi exactement le mandat de député? Parce que j'ai l'impression, quand je discute parfois avec des gens autour de moi, donc c'est peut-être un effet loupe, hein, donc à prendre avec des pincettes, mais bien qu'on l'ait déjà souvent entendu, même moi en manifestation, notamment sur les Gilets jaunes, où j'entendais des gens dire ah, il y a trop de députés, il y a trop de ceci, il y a trop de cela, ils servent à rien. Et j'ai l'impression que beaucoup ne connaissent pas la fonction exacte d'un mandat de député. Déjà, il faut rappeler que ce n'est pas un travail, c'est des personnes qui ont été élues, qui ont un rôle de proposer des lois, d'amender des lois, mais c'est quand même bien plus complexe que ça. Ça fonctionne comment, en fait? Ouais, alors, formellement, c'est ça. C'est le député siège à l'Assemblée nationale qui a et sa fonction, c'est voter les lois, et il a aussi une fonction de contrôle de l'action du gouvernement. Voilà. Contrôler que la façon dont le gouvernement applique les lois qu'ils ont déjà votées. Et ça va, vous contrôlez bien? Justement, on faisait le point, parce qu'il y a plusieurs outils pour contrôler l'action du gouvernement. Donc, se rendre partout où on peut, où on veut, de manière assez libre, dans toutes les administrations, demander des comptes aux uns aux autres. Il y a aussi des questions écrites, des questions orales qu'on peut poser au gouvernement. Ça, c'est les questions au gouvernement qui ont lieu le mardi ou mercredi? Alors, les questions d'actualité au gouvernement, c'est le mardi, 2 heures chaque mardi, où là, c'est des questions orales où tu interpelles directement les ministres, où ils te répondent surtout pas à ta question, mais ils passent 2 minutes à t'enfumer le truc. Et puis, il y a des questions écrites, où on a possibilité, par écrit, de poser des questions à un ministre et à laquelle le gouvernement ou le ministre interpellé a devoir de répondre dans les 3 mois. Et justement, sur cette question de contrôle du gouvernement, c'est un truc qui dysfonctionne complètement. J'ai fait un petit peu... je suis passé rapidement là, sur les questions écrites que j'ai posées ces derniers mois, et je me suis aperçu qu'il y en avait, et notamment sur des questions qui, moi, me semblent importantes ici, puisqu'il y a quand même, moi, un engagement sur l'écologie, des questions qui sont relatives aux pesticides, à la façon dont ils sont évalués, etc. Il y a des questions qui sont sans réponse depuis presque 1 an. Donc, tu vois, là, sur le contrôle du gouvernement, ça fonctionne pas hyper bien. Donc, on a quand même quelques difficultés à contrôler l'action du gouvernement. On a aussi des outils qui sont les missions d'information parlementaire ou les commissions d'enquête parlementaire. Ça, c'est quand même des outils qui sont beaucoup plus puissants et beaucoup plus utiles. Moi, j'ai eu la chance de présider une commission d'enquête parlementaire sur l'alimentation industrielle et ses effets sur la santé notamment, que j'ai appelé commission d'enquête malbouffe, et où là, tu as des pouvoirs quand même d'investigation qui sont assez importants. Alors, ça veut dire, dans ces commissions, tu peux auditionner des gens, en fait, c'est ça? Voilà, ils ne peuvent pas refuser, surtout, de venir répondre à tes questions. Donc, tu vois un ministre, un directeur d'administration,
qui tu veux. Le PDG de Sodebo. Voilà, tout à fait. Et ils sont tenus de venir répondre à tes questions à l'Assemblée nationale devant la commission d'enquête. Alors il y en a qui sont très rodés à cet exercice-là et qui arrivent aussi à pas répondre tout à fait à tes questions, mais néanmoins, ça permet d'avoir des investigations assez poussées. On dit sur place et sur pièce parce qu'on peut aussi se déplacer n'importe où sur le territoire pour vérifier que ce qu'on nous raconte est la vérité, ou pour aller se rendre compte sur place de certaines choses. Et donc ça peut être sur n'importe quel sujet. Ces travaux que vous faites, ils sont disponibles où ? Où est-ce que les citoyens peuvent les consulter ? Est-ce que c'est possible de les consulter ? Bien sûr. Alors ça, c'est aussi un truc qui est super intéressant, c'est que tout ce que l'on fait en tant que député, que ce soit les questions orales, les questions écrites, ces commissions d'enquête, ces missions d'information, tout est disponible sur le site de l'Assemblée nationale notamment, et vous pouvez, avec un peu d'habitude, je ne dis pas que c'est facile de premier abord, mais c'est plutôt bien fait, en tout cas c'est exhaustif, c'est vraiment impressionnant la somme d'informations qu'il y a là-dessus. Tu peux retrouver toutes les propositions de loi qui ont été déposées par des députés, tous les projets de loi qui ont été votés par le gouvernement, toutes les commissions d'enquête qui sont menées, toutes les missions d'information, et il y en a mais des masses incroyables. Donc le plus dur finalement, c'est pas tant qu'il n'y ait pas de travail de fait, c'est de se retrouver dans tout le travail qui est fait. Et donc ça c'est fait et c'est à disposition. Et c'est vraiment du travail qui est très poussé, très pointu. Commission d'enquête par exemple, certes c'est des députés c'est 36 députés qui sont dans la commission d'enquête. Factuellement, on est un peu moins à suivre parce que c'est surtout le président, le ou la rapporteure qui suit ça, quelques députés, et puis après il y a tout le travail des administrateurs de l'Assemblée nationale, d'organisation de ces. Là, c'est pas des élus par contre. Non, là, ce sont des fonctionnaires de l'Assemblée nationale qui nous aident à tous ces travaux, qui aident à faire tous ces comptes rendus, tous ces résumés, à produire aussi des rapports. Il y a des greffiers, des huissiers, j'imagine, ce genre de choses. Tout ce que tu veux, tout ce que tu peux imaginer. Voilà, il y a des gens qui sont là pour prendre le verbatim dans son entièreté. D'autres qui sont là pour effectivement analyser les données que l'on recueille dans ces auditions, pour en faire des synthèses, proposer des analyses, et puis en faire des rapports. Et puis après, on a un rôle, à l'issue de ces missions d'information, de ces commissions d'enquête, de faire des propositions pour effectivement changer le cadre législatif ou réglementaire. Et tout ça est fait grâce aussi, avec l'aide de ces fonctionnaires de l'Assemblée nationale. Et donc c'est un travail qui est vraiment hyper fouillé, très, très précis, parfois technique, parfois très technique, mais du coup qui est une mine d'informations incroyable. Et donc ça, je vous invite à aller voir sur le site de l'Assemblée nationale, vous pouvez retrouver tous ces travaux. Comment s'organise une semaine pour un député ? Alors, là, c'est une grande question, mais si on pouvait justement y répondre dans le détail, parce que une indemnité de parlementaire, c'est combien ? 5 700 €. Quel est le prix de la baguette de pain ? La tradition, quand je l'achète, moi, elle est à 1 €. Je suis passé dans le mode un petit peu député. Avant, j'achetais une baguette toute simple à 85 centimes. Je m'offre la tradition à 1 €. Parce qu'on est des amateurs de pain à la maison, donc... Non, mais juste pour gommer un peu justement ces clichés sur ces députés qui font rien et qui sont payés. Moi, je sais que c'est pas vrai parce que justement, je m'intéresse à la chose politique. Mais j'aimerais bien savoir justement comment ça s'organise. D'ailleurs, tu avais fait une vidéo il y a peu de temps où tu as fait une petite visite en vidéo de mon bureau-chambre. De ton bureau-chambre, voilà. Ouais. Donc moi, j'ai pas vu les images. Ça a l'air, somme toute, assez spartiate. Non, spartiate n'est pas le mot. C'est sobre, mais voilà, c'est juste... comment on va dire, c'est opérationnel, quoi. Il n'y a pas de luxe, il n'y a pas de faste. Ouais. Bon, après, on va pas se plaindre. C'est le lit est dans le mur, on le descend le soir quand on revient de séance. C'est vrai, c'est ça, c'est un lit escamotable, mais le truc, il est hyper petit, en fait. C'est 2 bureaux, il y a un bureau pour ma collaboratrice, un bureau pour moi. Mm-hmm. Donc dans mon bureau, le soir, effectivement, j'ai le lit qui descend, et puis de quoi aller un WC et une petite salle de bain. Mm-hmm. Bon, voilà, c'est... Parce que, donc, toi, tu es là-bas combien de jours par semaine ? Alors, voilà, la semaine type du député, ça démarre le lundi matin, plutôt à la permanence parlementaire pour ce qui me concerne, où on fait un petit point sur l'agenda de la semaine à venir ou des 15 jours qui viennent pour organiser s'il y a des auditions à préparer, s'il y a des rendez-vous à caler, s'il y a
des choses à préparer. Donc ça, c'est le travail, j'allais dire, classique d'organisation d'une équipe de travail telle que plein de gens doivent la connaître. Et après, c'est monter à Paris, soit le lundi soir, ça dépend du planning du mardi matin, s'il démarre de bonne heure ou pas, soit pour ce qui me concerne, le mardi matin, pas le premier train, mais quasiment, quoi, de bonne heure. En général, c'est un départ à 7h pour être à Paris à 9h. Et puis, 2 jours à 2 jours et demi, ça dépend de l'actualité aussi des textes qu'on a étudiés. Donc mardi, mercredi, parfois jusqu'au jeudi matin à l'Assemblée nationale. Avec mardi, une organisation, et là pour que les gens voient et ça soit très, très factuel et qu'ils comprennent. Le mardi matin, c'est plutôt les réunions des groupes parlementaires. C'est-à-dire que moi, le mardi matin, je suis en réunion avec mes 16 autres camarades de la France Insoumise où on discute d'une part des questions d'actualité au gouvernement qui arrivent le mardi à 15h et de savoir sur quel sujet on va interroger le gouvernement pour essayer d'avoir des réponses qui nous paraissent indispensables dans l'actualité. Donc ça, c'est réunion de groupe le mardi matin. Ça dure jusque, généralement, midi et demi, 13h. Parfois, ça déborde, 13h30. On va manger en vitesse et puis on se retrouve aux questions d'actualité au gouvernement de 15h à 17h. Et après 17h, on enchaîne par souvent du travail en commission. Là, cette semaine et demain, par exemple, il y a une audition du ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, dans la commission développement durable et aménagement du territoire dans laquelle je siège. Et et souvent, ça s'enchaîne comme ça jusqu'au mardi, minuit. On a la commission avec des auditions. En parallèle, il peut y avoir en séance des textes qui sont à l'étude aussi. Donc ça, c'est aussi le problème qu'il faut avoir un don d'ubiquité et que comme les hologrammes ne sont pas encore acceptés à l'Assemblée nationale, des fois, on est tenu d'être en commission. Et ça, c'est une présence obligatoire. Si on n'y est pas, on peut avoir des sanctions, y compris des sanctions financières. Et en même temps, il faudrait qu'on siège pour voter des lois. Donc c'est difficile et on essaye de se partager. Alors quand on est un petit groupe comme nous, c'est un peu plus compliqué que quand il y a des groupes pléthoriques où tu peux assurer en même temps une majorité en séance pour voter des trucs et puis avoir des gens en commission pour faire des auditions ou tout le travail de commission. Ça, c'est l'organisation du mardi. Le mercredi matin est une matinée qui est vraiment essentiellement concentrée au travail des commissions. Donc il y a 8 commissions permanentes à l'Assemblée nationale et là il y a des auditions de ministres, de responsables, d'institutions, de services de l'État, enfin toutes sortes de choses. Et donc ça prend la matinée du mercredi et après on repart mercredi après-midi, étude de texte et ça se déroule en général au vendredi. Après c'est une question de roulement, c'est pour ça que moi je dis souvent j'y suis 2 jours à 2 jours et demi. Je laisse le soin à mes petits camarades parisiens d'assurer les présences du jeudi-vendredi quand il y a encore des textes en séance à l'Assemblée nationale où il faut aller voter des amendements. Et pour l'étude des textes, on se relaie. Ça, c'est la semaine type du parlementaire, du député. Parfois, du travail samedi et dimanche en fonction de l'actualité législative. On l'avait vu au moment de la réforme des retraites qu'on a réussi à... Voilà, j'allais y venir sur les moments un peu spéciaux tels que les votes de loi d'urgence ou ce genre de choses où il y a des travaux parlementaires qui durent parfois jusque tard dans la nuit, non ? Alors parfois... alors le règlement, c'est à minuit, on arrête et tout le monde va se coucher, on revient le lendemain matin à 9h. Sauf que parfois... Quand il s'agit de terminer un texte ou qu'il y a des délais contraints ou que le gouvernement veut absolument accélérer, c'était le cas là, au mois de janvier sur projet de loi sur l'état d'urgence sanitaire, où on finit des séances à 2, 3, 4, 5 heures du matin parce qu'il faut que le texte soit bouclé pour partir le lendemain au Sénat pour la navette et puis pour revenir 2 jours après parce que c'est hyper urgent et indispensable que Macron nous fasse passer ces lois d'urgence sanitaire dans le week-end donc ça veut dire que on y retourne. C'était le cas au mois de janvier. Je suis retourné siéger le week-end dans le roulement qu'on avait les uns et les autres pour pouvoir assurer notre présence politique et défendre notre point de vue surtout. Alors voilà, pour rappeler aussi un peu le fonctionnement aux gens qui nous écoutent, un texte est préparé à l'Assemblée nationale, il part au Sénat, c'est bien ça ? Alors, le texte, il est proposé par le gouvernement. Il y a un projet de loi. Alors, il y a une différence. Après, on va pas trop rentrer dans le détail, mais c'est intéressant. Il y a projet de loi et proposition de loi. Un projet de loi, ça émane du gouvernement. Une proposition de loi, ça émane des députés. C'est-à-dire, moi, j'ai fait plein de propositions de loi
qui sont encore en train de caler les armoires, parce que forcément, quand c'est pas repris à l'agenda de l'Assemblée nationale, ça ne donne rien. Néanmoins, ça a le mérite d'exister, et je peux vous assurer que le 26 avril, quand on aura gagné les présidentielles, on les mettra à l'agenda de l'Assemblée nationale, on les passera. Donc un projet de loi, c'est de l'initiative du gouvernement. D'accord, c'est présenté en Conseil des ministres, ils disent ok, on va présenter ce projet de loi, blablabla, pof, et ils arrivent avec un texte qui est rédigé dans la commission dédiée. Voilà. Texte sur le pass vaccinal, par exemple, est arrivé en commission des affaires sociales. Les collègues étudient ça, tous les amendements qui sont présentés, déposent des amendements une première fois en commission. Les amendements, tous les députés peuvent amender le texte. Oui, voilà. Tous les députés peuvent amender le texte. Par contre, ils peuvent être retoqués. Ça, c'est plutôt... en tout cas, nous, voilà, c'est plutôt le sort qui est réservé aux nôtres. Bien sûr, ils peuvent être rejetés. Ils peuvent être aussi déclarés irrecevables. Et ça, on a eu un gros souci aussi ces derniers temps, c'est que on dépose des amendements et le service de la séance, comme on appelle à l'Assemblée nationale, décide sur des critères plus ou moins obscurs, en tout cas souvent sous l'influence politique de la majorité, que l'amendement n'a pas de lien direct avec le texte, et il est déclaré irrecevable. Donc voilà, il est purement et simplement pas étudié et pas présenté. Donc ça, nous, on en a eu plein des irrecevables sur lesquels ils voulaient pas, j'en ai pas en tête là, mais j'en retrouverai et je vous dirai, mais déclaré irrecevable. Donc c'est présenté en commission, c'est voté une première fois en commission, ça permet, et c'est ce qu'on voit quand vous voyez en séance après un texte qui passe à l'Assemblée nationale et qu'il y a le rapporteur du texte qui vous dit avis favorable, avis défavorable, en fait, ça dépend des discussions qui a eu lieu en commission, où la commission s'est prononcée sur chacun des amendements de la majorité ou des oppositions pour l'estimer intéressant ou pas intéressant, et donc émettre un avis favorable ou défavorable. Et donc voilà, ça c'est un premier brossage en commission. Mais la loi, elle se fait vraiment en séance à l'Assemblée nationale. Le texte arrive donc dans les heures qui suivent en séance à l'Assemblée nationale, et là, rebolote, on a les mêmes amendements qui sont représentés et rediscutés, là, pour le coup, avec l'ensemble des députés. Puisque en commission, ne sont en commission que, un huitième à peu près de l'Assemblée nationale, puisqu'il y a 8 commissions permanentes, c'est 60 à 70 députés, qui font ce premier travail d'émettre un avis. Mais le texte est vraiment discuté en formation plénière, on va dire, dans l'hémicycle. Et là, chacun redépose ses amendements, ou les modifie, ou en rajoute d'autres. Et là, il y a une discussion où les 577 députés peuvent être présents et donner leur avis et voter sur ces amendements. Donc ça, c'est première étape. Et à l'issue de cette première étape, effectivement, ça part au Sénat, qui refait le même travail d'amendements et de discussion sur le texte. Et en théorie, un texte, en procédure normale, il fait un coup l'Assemblée, il part au Sénat, il revient à l'Assemblée nationale, il repart au Sénat, il y a donc 2 navettes, et après, il y a un vote définitif à l'Assemblée nationale. En procédure accélérée, comme c'était le cas sur le pass vaccinal, et je vais essayer de ne pas embrouiller les gens, on a fait première étude du texte à l'Assemblée nationale, il est parti ensuite au Sénat, il est revenu ensuite en commission mixte paritaire pour voir si on pouvait s'entendre entre les députés et les sénateurs sur une rédaction qui fasse consensus, et un vote définitif à l'Assemblée nationale. Donc on n'a qu'un aller-retour. Ça, c'est les procédures accélérées. Est-ce qu'un texte qui arrive ensuite au Sénat, là-bas il va être amendé, j'imagine aussi, modifié? Ouais. Mais par contre, les changements qu'eux auront effectués, s'il revient à l'Assemblée, à chaque fois, ils retravaillent sur le texte qu'ils viennent de recevoir, ou ils peuvent dire non, ça ne nous intéresse pas, on reprend notre texte de base. Alors ça, c'est tout le jeu de... Quand le Sénat veut emmerder, c'est un vocabulaire, je le réutilise ce verbe, c'est très à la mode, veut emmerder le Sénat, ou quand le Sénat veut emmerder le gouvernement et dit moi je vous modifie tout votre texte, je fais des palanquets d'amendements et je change le sens même du texte. Effectivement, quand ça revient à l'Assemblée, il y a une masse d'amendements pour revenir à la rédaction initiale et gommer tout le travail du Sénat. Voilà, donc ça c'est le jeu. Mais bon, hormis ces cas particuliers, parfois et souvent, il y a des amendements et des discussions du Sénat qui sont conservés dans la rédaction définitive et qui permettent de faire aussi évoluer le texte. C'est quoi les niches parlementaires ?
Alors, Parce que, pardon, mais projet de loi, ça vient du gouvernement, proposition de loi, ça vient de l'Assemblée. Oui. Vous, en tant que groupe d'opposition, est-ce que vous avez le droit de faire des propositions de loi ou c'est que dans le cadre des niches parlementaires? on peut en faire autant qu'on en veut. D'accord. Moi, j'en ai fait 9 propositions de loi, 2 propositions de résolution. Je suis au-dessus de 10 propositions déposées à l'Assemblée nationale, mais qui n'ont pas été étudiées, qui ne sont pas étudiées parce qu'elles ne sont pas à l'agenda de l'Assemblée nationale. Et donc, pour qu'elles soient à l'agenda de l'Assemblée nationale, nous, groupe d'opposition, on n'a pas beaucoup de solutions, parce que ce n'est pas nous qui faisons l'agenda. C'est la majorité parlementaire, donc En Marche. Comme ça, c'est plus facile. C'est plus facile, c'est tranquillou, ils ont la main là-dessus. Et donc nous, on a un seul jour par an, donc par session parlementaire, où on peut mettre à l'agenda nos propres textes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les niches parlementaires. Ce sont donc ces fameuses niches parlementaires. Nous, on en a une par an. Et donc là-dedans, comme on est 17 et qu'on a bien travaillé, et qu'on a beaucoup de propositions aussi à faire pour améliorer les choses, chacun de mes collègues a au moins autant de propositions que moi, 9, 10 à son actif. Et donc on doit arbitrer sur lesquelles on propose à la niche parlementaire. Celles qui nous semblent les plus importantes, répondent à l'actualité aussi des mois qui se sont écoulés, celles qui ont aussi la chance d'avoir un écho, parce que c'est aussi la discussion. Nous, groupe minoritaire, 17 députés, on sait bien que nos propositions de loi, il y a peu de chances qu'elles trouvent la majorité dans le vote. Néanmoins, nous, notre boulot de parlementaire, c'est de faire sortir ce travail de l'Assemblée nationale, et pour que nos propositions que l'on dépose là au moment de la niche parlementaire, elles aient un écho large dans la population, que ça réponde à des préoccupations, en tout cas que ça fasse débat, que ça fasse discussion, que ça fasse réfléchir. Et donc nous, on les choisit aussi par rapport à l'écho qu'elles pourront avoir dans la population d'une manière plus large que simplement savoir si elles pourront être discutées à l'Assemblée nationale pendant la niche. Donc des thématiques sociales, sociétales du moment. Est-ce qu'il y a déjà des propositions de loi qui ont été émises par des groupes d'opposition, type France Insoumise, Parti communiste, qui ont été votées? C'est arrivé. Je crois que pour le groupe communiste, il me semble que les questions sur les minimums pour la retraite agricole, c'est une proposition qui émane de leur groupe et qui avait été reprise, alors certes amendée, mais reprise, et surtout qui a pu avoir le parcours, c'est un parcours de longue haleine quand même, le parcours complet avec passage au Sénat et puis vote définitif. Donc même si ça a été bien amoindri, en tout cas ça a été, c'est une initiative du groupe communiste. Ce qui concerne la France Insoumise, c'est arrivé une seule fois à mon corps défendant, c'était une proposition que moi je rapportais. C'était sur justement la question de la malbouffe et toutes les questions autour du Nutri-Score, de l'interdiction de la publicité et tout, où là, on était dans une bataille législative où la majorité avait utilisé une façon de faire absolument détestable, c'est-à-dire qu'en commission, ils amendent ton texte jusqu'à changer quasiment, soit le vider de son contenu, soit en changer le sens, y compris un amendement pour changer le titre du texte, ce qui m'était arrivé moi sur le texte qu'on avait présenté contre la malbouffe. Et puis finalement, donc en séance, tu arrives avec un texte que tu as proposé dans ta niche, qui est largement réécrit par la majorité, et que du coup ils votent, donc qui est adopté. Ouais. Donc voilà. Donc c'est arrivé une fois sur ce texte, sur cette proposition de loi pour lutter contre la malbouffe, qui a été adoptée à l'Assemblée nationale, bien amoindri, pour pas dire vidé de sa substance par rapport à ce que moi j'en avais fait au départ, en tout cas sa rédaction initiale, et puis qui aujourd'hui, de toute façon, ça mange pas de pain, comme dirait l'autre. La proposition, elle était votée à l'Assemblée, mais elle a toujours pas traversé la rue, comme dirait l'autre, pour aller au Sénat. Donc pour l'instant, elle est absolument inopérante, et voilà. Parce que j'ai l'impression que la majorité, ils ont la consigne en fait de voter rien de ce qui vient de chez eux, en fait, non, on dirait. C'est la perception que j'en ai d'un point de vue extérieur. C'est pas qu'une perception. Factuellement, rien d'autre n'est passé que ce dont ils étaient à l'initiative, ou ce qu'ils ont proposé. Même parfois des
des initiatives un petit peu trop osées à leurs yeux de leur propre majorité, voilà, ils sont capables de dire mettez ça de côté, on va pas s'énerver là-dessus. Typiquement, il y a, tiens, c'est pas vieux, ça date du 4 février. Proposition de loi, moi c'est un truc que j'avais proposé justement dans mes textes, contre les nitrites, les sels nitrités dans les charcuteries. Oui, j'en ai entendu parler. Donc moi j'avais proposé ça dès 2018, c'était dans mes propositions suite à la commission d'enquête. Bon, tu peux rappeler ce que c'est ? Sels nitrités, c'est des trucs qui sont utilisés pour soi-disant conserver les charcuteries, faire que le jambon reste rose et que tout ça nous évite soi-disant le botulisme, que les bactéries se développent pas. Sauf qu'on sait qu'il y a des alternatives qui existent et puis surtout ces sels nitrités, il y a des études maintenant nombreuses qui montrent que quand tu ingères ça, une fois que tu les as ingérés, ça crée des composés qui sont cancérogènes. Bon, voilà, une paille. Hein. Donc, on sait que cette consommation-là provoque effectivement des occurrences de cancer élevées, et pour autant, rien n'est fait. Donc, moi, j'avais proposé en 2018 qu'on en finisse avec ça. Bon, la France Insoumise s'était passé à l'as, donc éliminé. Et là, c'est un député de la majorité, du groupe Modem, Richard Ramos, qui avait ciblé vraiment sel nitrité et avec qui moi je discute depuis 3 ans sur ces questions de nutrition, de malbouffe et tout ça. Donc lui, il fait une proposition, pour le coup, que je pouvais saluer comme étant quand même ambitieuse, avec des vraies interdictions et tout ce qui va bien, quoi. Je veux dire, c'était pas de l'eau tiède, ça cartonnait un peu, quoi. Et puis au fil des semaines, la niche s'approchant, voilà, il me disait oh là là, il va falloir que je suis en train de discuter avec le gouvernement, oui, on va obtenir des avancées, tout ça, mais il faut que je retravaille un petit peu. Bon, finalement, le 4 février, son texte était, pour pas dire vide, mais pas loin. C'était réduit à une demande de rapport, des interdictions soumises à un futur avis de l'autorité sanitaire, dont on sait que c'est l'ANSES. L'ANSES, ouais. Dont on sait qu'elle a fait capoter le groupe d'experts qui devait rendre des avis sur les nitrites et sur leur côté cancérogène. Donc, bon voilà, en gros, un truc couru d'avance, il ne se passera rien. Et donc, ils font voter ça à la niche parlementaire de la majorité le 4 février. Donc, c'est adopté, une proposition de loi qui est pour moi inopérante. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai voté contre parce que voilà, ces méthodes-là, on ne peut pas cautionner, quoi. Faire croire qu'on se bat contre un truc et puis finalement ne rien faire. Donc, voilà, typiquement, le genre de choses que je disais, c'est que même de leur rang, ils arrivent à laminer toute initiative un petit peu audacieuse, législative, qui, pour le coup, irait... Alors là, c'est contre des lobbyistes, hein. On va pas se raconter l'histoire. Je voulais parler justement du poids des lobbies au niveau de l'Assemblée. Voilà, c'est des puissances financières, des puissances installées qui disent bah non, nous on veut pas, parce que, vous comprenez, si on interdit des nitrites, ça va nous coûter... réviser nos recettes et puis 0,5% de nos marges, et ça c'est pas possible parce qu'il faut qu'on rémunère nos actionnaires, nos patrons, voilà. Donc est-ce que toi, justement là on parlait des lobbies au niveau de l'Assemblée, ils y sont, ils sont présents, ils sont où en fait ces lobbying? Parce on sait qu'ils sont à peu près partout. Mais, ils sont partout. Ils sont partout. Non, mais je dis ça sur le ton de la plaisanterie, mais il y a quand même ils ont un poids. Et je sais qu'à un moment, il y avait des petits scandales, il y a quelques années, de députés qui se faisaient offrir des trucs par des gars qui étaient représentants, qui étaient ceux-ci, qui étaient ceux-là, qui travaillaient pour des gros groupes. Ouais, maintenant c'est un peu plus fin. C'est un peu plus contrôlé ou... Ouais, c'est un peu plus contrôlé, mais surtout c'est un petit peu plus fin. Alors moi, j'ai pas trop de relations parce que ils avaient fait un truc, c'était au tout début du mandat, là, ils nous avaient invités à un super discussion sur, je sais plus ce que c'était, sous couvert d'une association ou d'un truc, d'un think tank, c'est souvent ça, quoi. Ils se cachent derrière des discussions intellectuelles pour en fait nous faire passer leurs idées. C'était une invitation à un dîner ou un déjeuner, on avait dit non, on n'y va pas, et puis en plus on vous a reconnu, derrière c'est Syngenta et toute cette industrie des pesticides qui en fait était à la manœuvre. Donc on les avait un peu affichés, j'avais publié même ça sur mon site internet, et du coup on recevait plus trop d'invitations. Néanmoins, ils sont présents, ils ont un poids. Je l'ai aussi dit, j'écris suite à la commission d'enquête, j'avais fait un bouquin avec Tiffaine Morin, ma suppléante, on avait travaillé là-dessus,
publié ce bouquin pour éclairer ça. Et je disais... Comment s'appelle le livre ? Il s'appelle Malbouffe, un député met les pieds dans le plat. D'accord. Et on avait dit le lobbying se pratique en pyjama. Parce qu'en fait, des invitations à aller petit déjeuner autour de l'Assemblée nationale le matin pour aller discuter d'une thématique ou d'une autre, c'est monnaie courante. On reçoit des mails chaque semaine, des courriers papier, je t'en parle même pas, où on est invité à aller présenter, discuter de notre vision sur tel ou tel sujet, tu vois, des trucs, tout ce que tu peux imaginer, on y a droit. Et c'est souvent, effectivement, lors d'un petit déjeuner, parfois d'un déjeuner, parfois d'un dîner. Donc voilà comment ça se produit, d'une manière, j'allais dire, la plus soft, c'est ça. Et puis après, il y a ceux qui s'invitent effectivement dans le bureau des députés, qui leur expliquent voilà, pourquoi ils auraient intérêt à porter leurs propositions, et que vous comprenez, monsieur le député, c'est quand même de l'emploi dans votre circonscription, vous ne pouvez pas aller contre, et nous on pèse, voilà, on a un poids économique, donc ça c'est vraiment... Il y a du chantage au chômage un peu. Ouais, c'est toujours ça, quoi. C'est toujours ça. Enfin, c'est souvent ça, quoi. Quel est je reviens un peu sur ce qu'on disait avant, mais quelque part il y a un lien. Quel est le pouvoir du Parlement maintenant, en fait ? Parce que j'ai l'impression que depuis qu'il y a eu qu'on est passé du septennat au quinquennat et où le calendrier des législatives s'est aligné sur celui des présidentielles, tu te retrouves toujours justement avec une majorité au Parlement qui est acquis à la cause généralement du président élu. Et j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins d'opposition possible au niveau du Parlement, en fait. Moi, je vois que tu es un observateur attentif parce que, je pense que c'est une réalité. L'inversion du calendrier a été une cata pour ça. C'est que ça affaiblit vraiment le contre-pouvoir que pouvait représenter l'Assemblée nationale. Et donc, ça devient finalement une chambre d'enregistrement. Là, en plus, on a une situation inédite. Alors moi, je n'ai pas eu l'occasion de voir avant. C'est mon premier mandat. Et là, on est dans une situation en plus où on a un groupe politique, majoritaire, qui à lui seul a la majorité. Donc ça veut dire qu'il n'est même pas obligé de composer, même à la marge, avec les autres. Donc il avance, il retient que ce qui l'intéresse, il propose que ce qui l'intéresse, et c'est une chambre d'enregistrement. Donc le contre-pouvoir, il est hyper mince, quoi. Et de fait, c'est assez frustrant aussi de ce point de vue-là. Donc nous, c'est pour ça que je disais, on en fait aussi un lieu de bataille et un lieu où on donne à voir ce qui se passe à l'intérieur, on le donne à voir à l'extérieur, justement pour essayer de contrebalancer le fait que factuellement, du contre-pouvoir, il n'y en a pas, mais si au moins ça peut avoir un rôle de politiser les gens et de leur donner à voir combien ces institutions de la 5e République sont à bout de souffle, et qu'il faudrait bien les changer pour passer à la 6e. Voilà, on essaye de jouer ce rôle-là aussi. Ça, c'est des choses dont tu parles avec d'autres députés, d'autres groupes. Je mets de côté les groupes avec lesquels il y a une alliance un peu traditionnelle. Je pense au groupe communiste parce que j'ai suivi un petit peu, je suis régulièrement les travaux à l'Assemblée. Souvent, vous avez voté des textes ensemble, je crois. Bien sûr, oui. Mais je sais pas, prenons l'exemple de députés de groupes socialistes, de Verts, s'il y en a. Quand tu parles avec eux, parce que j'imagine que vous retrouvez parfois à la buvette ou à d'autres endroits, ils sont conscients un peu de ça ou pas du tout ? Alors, avec les députés socialistes, j'ai pas trop de discussions de ce registre-là. J'ai l'impression que se satisfont un petit peu de ce rôle institutionnel. En tout cas, ils y sont plus habitués, plus rompus. Voilà, ils sont... pour la plupart, souvent déjà élus de mandats précédents. Et donc, ça n'a pas l'air de vraiment les choquer. Ce qui est drôle, c'est que parfois, c'est des élus de la majorité qui ont compris, et quand on les traite de Playmobil, ça les rend dingues, quoi. On dit, vous êtes là pour voter, levez la main quand on vous dit de lever la main, parce que, c'est comme dirait l'autre, c'est bullshit jobs, quoi. Oui, surtout que pour beaucoup, ils n'étaient pas élus avant. C'est ça. Voilà, donc peut-être qu'ils se sont engagés là-dedans en venant d'une certaine classe sociale, en disant on va essayer de changer les choses. Allez, donnons-leur un peu d'innocence peut-être en disant on va essayer de bouger les choses, et ils s'aperçoivent qu'en fait ils peuvent rien changer, quoi. C'est ça, et ils avaient cette innocence pour certains, comme tu dis, on va leur au moins accorder ce crédit-là, qui a été vite gommé par la naïveté, a été vite gommée par une discipline de faire, où ils ont comme des Playmobil à chaque fois voté tout sans réfléchir. Et donc il y en a qui en ont vraiment ras-le-bol, quoi. Ils disent on est marre de faire ce truc où on me demande de voter sans réfléchir, ou si je propose un amendement qui est un peu qui sort un peu des clous, je me fais taper sur les doigts. Ils sont vraiment
convoqués. En plus, eux, voilà, ils ont des tours de rôle pour tenir leur majorité et ils sont rappelés par la chargée de procédure pour dire bon allez revenez, il faut voter, soyez majoritaire et tout. Alors des fois où ils sont un petit peu en retard parce qu'ils sont en train de boire un coup à la buvette. Oui, on les a battus une ou deux fois, c'est arrivé une ou deux fois, c'est assez drôle. arrivé en début d'année d'ailleurs, je crois. Ouais, c'est arrivé là sur justement le projet de loi sur l'urgence sanitaire où là c'était pour prolonger la séance justement au-delà de minuit. Et la présidente de séance, qui est une vice-présidente de l'Assemblée nationale, Anne Genevard, il est minuit moins 10, et elle dit bon ben je vous propose qu'on mette au vote le fait, comme c'est prévu dans le règlement, qu'on prolonge au-delà de minuit pour continuer les discussions. Ils étaient hyper pressés parce que le projet de loi, là, il fallait absolument le valider avant le 15 janvier, tout ça. Donc elle procède au vote et ils perdent le vote. Et en fait, il y en avait un paquet de la majorité et ils étaient ou repartis dans leur piole à buller ou à la buvette en train de boire un coup et donc ils ont perdu le vote, quoi. Donc ça, c'était assez drôle. Mais sinon, ils sont effectivement comme des chiens en laisse, tu vois, au bout de leur smartphone avec un SMS de la chargée de procédure qui passe sa journée à l'Assemblée nationale. C'est une salariée du groupe majoritaire qui passe son temps à compter combien il y a de gens dans l'hémicycle, qui disent bon ben voilà, là il y avait un républicain, il y a 10 insoumis, il y a 5 communistes, il y a 4 socialistes, machin, donc il faut que vous soyez 45. Et donc elle a la liste de tous ceux qui sont de garde et elle les rappelle en disant venez, il faut voter, machin, tout ça. D'accord. Donc tu vois, ils sont vraiment effectivement, ils arrivent. C'est à ce vote-là que le vote a dit non mais il faut refaire le vote, ça va pas du tout. Y a pas eu un truc comme ça? Ça arrive parfois. Alors quand alors là du coup ils n'ont pas pu refaire de vote parce que la séance était levée, donc on s'est revu le lendemain à 9h, c'était une fin de séance. Par contre des fois ils perdent des votes sur des amendements pendant des textes. Ça c'est pareil, c'est arrivé une fois où je sais pas, il y avait une invitation à Matignon ou je ne sais quoi et voilà, ils étaient à la bourre parce qu'ils étaient encore au petit four, quoi. Ouais. Donc ils sont arrivés à la bourre pour voter un truc, l'amendement du coup ils ont été minoritaires, on avait gagné un vote et ils l'ont refait voter par contre en fin de texte. Et ça c'est pareil, c'est aussi des choses qui sont permises par le règlement de l'Assemblée nationale. Le gouvernement peut redemander un nouveau vote. Qui établit le règlement de l'Assemblée nationale, en fait? La majorité, les députés. C'est-à-dire que quand on est arrivé en 2017, il y avait un règlement intérieur qui existait, on avait des séances jusqu'à 1h du matin, enfin il y avait tout un tas de trucs. Et il a été modifié 1 an et demi plus tard. Et soumis effectivement aussi, voilà, ça passe. Alors je suis pas un super grand spécialiste de ces procédures. Je pense que ça passe devant le bureau de l'Assemblée nationale qui est composé de députés de toutes les formations et de tous les groupes politiques. Et après, je pense que c'est voté en bureau de l'Assemblée nationale. Pour avoir un groupe parlementaire, il faut combien de personnes? Il faut 15 députés. C'est ça, il y a un minimum. Hein. Ouais. C'est pour ça que tu as des non-inscrits. Ouais. Il y en a une petite vingtaine non-inscrits. Il y en a quelques-uns qui sont des dissidents de La République En Marche, là, qui sont partis. Il y a eu des défections un peu. Il y a eu quelques défections. Ils avaient tenté de monter un groupe, mais ça n'a pas tenu, parce que du coup, ils sont retrouvés moins de 15. Il y a 2-3 fachos qui sont non inscrits, puisque voilà, ils ne sont pas assez pour faire un groupe. Donc voilà. Oui, d'ailleurs, c'est quand même c'est important de souligner que on les entend beaucoup parler, ils sont dans les médias, dans les sondages, ils sont au second tour. Mais depuis toutes ces années, ils sont toujours pas capables d'avoir un groupe à l'Assemblée nationale, en fait. Alors ça pose 2 questions. La première, c'est quel était leur boulot de ces quelques députés RN à l'Assemblée nationale pendant 5 ans. Effectivement, on peut pas dire qu'ils aient brillé par leur assiduité. Parce qu'il y avait Marine Le Pen, Gilbert Collard... Emmanuel Ménard, oui. Bruno Bild, je sais plus leur nom, parce que moi c'est pas ma spécialité, je suis pas copain. Ils étaient 5 ou 6, je pense. Ouais. Et à part Ménard, qui est la seule à peu près assidue, les autres, ils viennent quand ils y pensent, quoi. D'accord. Donc ça pose la question de leur boulot, de leur présence à l'Assemblée nationale, et effectivement ça va bien pour fanfaronner sur les plateaux, mais ça pose surtout aussi la question de la proportionnelle. Et là-dessus, même si on n'est pas d'accord avec leurs idées, qu'on est effectivement en opposition complète et frontale, il y a quand même un souci, y compris pour nous. On fait 19,6% à la présidentielle et aux législatives derrière, donc on peut imaginer représenter un 5e du corps électoral, et puis finalement on se retrouve avec un groupe de 17 députés, ce qui est loin de représenter en tout cas notre
notre champ politique, quoi. Ça représente pas du tout l'élan qu'il y a eu pendant la présidentielle, ça c'est une certitude. Non, ça représente même pas enfin, je veux dire, c'est pas mais on le sait, hein, l'Assemblée nationale n'est pas un reflet du tout fidèle de la société française, ni dans sa composition politique du fait qu'il n'y a pas de proportionnel, et encore moins dans sa composition sociale. Ouais. Où on est encore... Parce que le homard c'est autorisé, mais pas les maillots de foot. Ah, exactement. T'aimes pas le homard, toi? T'es allergique comme François de Rugy? Non, j'aime pas le homard, ni les crustacés, ni les fruits de mer, ni le poisson. Voilà. J'aime bien les vagues, mais c'est tout. Donc le homard est autorisé et pas les maillots de foot. Donc oui, la composition sociale, c'est une cata, quoi. Donc voilà, il faut arriver à revoir tout ça. Et ça rejoint aussi la discussion qu'on avait tout à l'heure sur le rôle du député, etc., etc. C'est comment aussi c'est possible que tu aies aussi peu d'ouvriers, d'employés à l'Assemblée nationale. C'est que, j'allais dire, si moi j'ai la chance, c'est que j'étais fonctionnaire d'État avant d'être élu. Et donc, si prochain coup, je me représente pas ou je suis pas réélu, je suis pas à la rue, je suis pas au chômage, quoi. Oui, ça que le gars qui est ouvrier, employé, qui est maçon ou quoi, qui dit allez je fais député, pour peu qu'il soit élu, 5 ans après, tu peux être sûr que son patron l'a pas attendu pour le remplacer. Et s'il n'est pas élu, que son patron n'est pas d'accord avec le camp politique qu'il a choisi, tu peux être sûr aussi qu'il va avoir beaucoup de mal à conserver son boulot. À retrouver du taf. Ouais, donc ça c'est très compliqué, le statut de l'élu, et comment tu permets à ce que tout le monde puisse effectivement remplir ce mandat. Tu l'as rappelé, c'est pas un taf, quoi. C'est vraiment un mandat où tu représentes les gens qui t'ont élu avec les valeurs que tu portes. Alors, moi je vais peut-être un peu à contre-courant de ce qu'on pourrait penser parfois, mais je me demande comment on peut représenter, même si je prends ton exemple, comment tu peux représenter 100 000 personnes. Et je me suis dit, mais pourquoi on ne mettrait pas, même que ce soit dans le cadre d'une 5e ou d'une 6e République, est-ce qu'il ne faudrait pas davantage d'élus, en fait? Bonne question. Moi, quand j'en entends, il y a trop de députés, ça coûte trop cher, tout ça. Ouais, mais les amis, la démocratie, c'est pas un truc gratos, quoi. La dictature, c'est moins cher, hein. Je vous l'assure, effectivement, c'est plus rapide et c'est moins cher. Moi, je pense qu'il n'y a pas assez de députés. Et encore là, on dit 100 000 sur une circonscription comme ici, la mienne, 3e circo, où j'arrive à faire le tour à peu près de tous les quartiers dans un délai raisonnable et où j'ai une vision... T'es en vélo? Ouais, souvent. Pour pas dire tout le temps. Toujours en vélo. Ouais. Et donc voilà, mais c'est possible. Mais j'ai des collègues en milieu rural, t'as 250 communes, des trucs où d'un bout à l'autre il te faut 3 heures. C'est un vrai problème, quoi. Comment tu veux effectivement représenter tout le monde ou déjà comprendre les besoins, la situation politique, sociale de chaque coin de ta circonscription, parce que des fois c'est très disparate, tu vois. Donc ça c'est une gageure, quoi. Et donc oui, moi je pense que il faudrait plus d'élus. Au début du mandat, je n'étais pas un super fan du bicaméralisme, c'est-à-dire les 2 chambres, Sénat et Assemblée. Donc je pense qu'il y a moyen à rediscuter, mais on en rediscutera dans la constituante pour la 6e République. Est-ce qu'il faut... Moi, je suis pour une république parlementaire, avec un parlement avec plus de députés, qui, effectivement... et plus de proximité aussi, même si le mandat est national et que voilà, c'est toujours l'ambiguïté aussi du truc. Le mandat est national, mais tu représentes des gens qui t'ont élu localement. Ouais, mais c'est ça qui est étrange dans le mandat de député. Moi, je vote des lois qui vont s'appliquer aussi bien à la première circonscription de Meurthe-et-Moselle qu'à la 3e de la Gironde. Donc, le côté local, il est compliqué. Et en même temps, comme diraient les autres, nous permet aussi d'avoir un ancrage local avec des problématiques qui se posent sur le territoire. Donc c'est toujours un petit peu l'ambiguïté de ce mandat, qui est un mandat national élu localement. Donc ça, c'est la difficulté. Néanmoins, voilà, moi je pense qu'il faudrait plus de députés, avec une meilleure représentation sociale et avec effectivement cette question de proportionnel pour que les idées que nous portons les uns les autres, qui sont parfois en opposition complète, elles soient un vrai reflet à l'Assemblée nationale de ce qui traverse la société. Ça voudrait dire, dans ce cas, si on prenait juste en exemple les élections, les résultats de la dernière présidentielle, ça veut dire que le 2e gros groupe à l'Assemblée, ce serait le Rassemblement national, par contre. Ça veut dire qu'effectivement, tu aurais 3 groupes de même importance derrière La République En Marche. Ça serait les Républicains, ça serait le Rassemblement national, ça serait la France Insoumise. Effectivement, puisqu'on était tous autour de 19-20%.
Et c'est compliqué, non? De se dire ça, je sais pas. De se retrouver avec un groupe... En fait, bon, le problème, on le sait tous, me semble-t-il, c'est que là, on le voit bien avec la campagne présidentielle, tout est cristallisé sur une personne pour l'élection présidentielle. C'est la 5ème République qui veut ça. Donc en fait, quelque part, est-ce que les résultats sont pas biaisés? Est-ce que le résultat de la présidentielle reflète réellement la population? Est-ce que les élections législatives reflètent réellement la population? Dans les deux cas, je suis pas sûr de la réponse, en fait. Si, t'es sûr de la réponse. C'est que tu regardes quand t'as un président élu avec 50% d'abstention ou 12% et demi du corps électoral à voter pour lui, ça veut dire qu'il y a 87% et demi de gens qui sont pas d'accord avec, soit ne se sont pas déplacés. Donc tu parles de quoi là? Des présidentielles? Des présidentielles. Il n'y a pas eu 50% d'abstention, si? Non, je crois qu'il a. Non, c'était législative, 50. Je crois qu'il voilà. Législative, je crois que c'est. Mais au deuxième tour, il y a une vague de vote blanc, et je sais plus après, en termes d'exprimés, oui, c'est un peu plus élevé. Je crois qu'au premier tour, il passe avec quelque chose comme 24%. Et qu'au second, il va quelque chose avec 64%. Mais je suis pas sûr. Voilà, donc mais je crois que c'est quelque chose comme ça. Le chiffre que j'avais en tête, c'est qu'en gros, effectivement, au premier tour, où là, tu votes par choix, puisque nécessairement, tu as un choix assez large pour trouver ton idée politique. Tu disais 24,5 avec le pourcentage de participation. Ça le fait effectivement avec un corps électoral assez faible. Et donc voilà, c'est la question, est-ce que ça reflète? Non, c'est le problème qu'on a avec cette 5ème République, l'abstention montante, et où finalement personne ne s'inquiète trop de ce que nous on appelle la grève civique, quoi, qui est une espèce de mouvement social permanent, mais qui est entendu par personne. Faut croire que ça les arrange bien. De toute façon, moi, c'est ce que je dis. Parce que si je fais l'analyse là de ce qu'on a vécu ces dernières années, et prenons l'exemple des Gilets jaunes. Quand tu as un président qui est élu finalement de façon légale, mais pas forcément légitime, s'il avait été légitime, il se serait pas cogné des Gilets jaunes. Bonne question. Je pense. Mais c'est la question que l'on met sur le tapis, sur reconnaissance du vote blanc. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on dit, à partir du moment où il y aurait une majorité de vote blanc, ou est-ce que ton élection, elle est légitime pour le coup? Et est-ce qu'on la refait pas? Il y a toutes ces questions qui sont à se poser sur la façon dont on élit le président. On peut même se poser des questions sur le mode de scrutin. Moi, je trouve que le scrutin, sur une personne uninominale à 2 tours, ça me paraît pas le meilleur moyen d'avoir un président légitime. Et il y a des questions démocratiques, légitimes à se poser sur le mode de scrutin. De la même manière que nous, on met aussi en débat la question de la révocabilité des élus. Justement pour faire en sorte que les gens s'emparent plus de ces moments électoraux pour décider, et puis pour raccourcir en fait la distance entre les élus et les gens qui leur donnent mandat. Je crois qu'on est une des seules républiques avec système présidentiel là en Europe occidentale. Je te fais confiance, je sais pas. En Allemagne, le président n'a qu'une fonction de protocole. En Italie, c'est un président de conseil. Enfin, il y a le conseil, mais en Espagne aussi. Oui, après c'est des premiers ministres. Après, il faudrait regarder comment les élections des premiers ministres sont. Là, le fait que ça cristallise tout sur une personne qui a autant de pouvoir, c'est. On dirait que la place, elle a l'air bonne, ils la veulent tous. Monarchie présidentielle, c'est ce qu'on dit. Hein. Oui, parce que du coup, tu concentres dans les mains d'une personne tous les leviers de la décision et du pouvoir. Mais j'ai l'impression que dans des moments de crise, en fait, ça hystérise même le débat. Même pour les opposants, je parle pas nécessairement des opposants politiques qui auront cette conscience politique, mais je l'ai bien vu pendant les Gilets jaunes où j'ai fait beaucoup d'interviews. Et d'ailleurs, c'est pour ça que sans doute un des mots d'ordre était Macron démission, en fait, puisque tout est cristallisé dessus, que ce soit en période où ça va bien et surtout en période où ça va mal, c'est lui qui prend tout, en fait. De fait, mais. Oui, c'est la 5ème République qui est faite comme ça, qui induit cette personnification du pouvoir, mais qui n'est pas juste une vue de l'esprit, effectivement, de manifestants. C'est la réalité des choses aujourd'hui. C'est pour ça que ce que je te disais sur les pistes
rénovation un petit peu de notre démocratie, de comment effectivement ramener les gens aussi vers plus de politisation au sens où voilà, vous prenez part à la vie publique, à la vie politique, en allant voter, en réclamant aussi la révocabilité des élus, en demandant peut-être des modes de scrutin qui soient plus représentatifs de la population. Il y a tous ces enjeux-là. Toi, quand tu vas dans ta circonscription, j'imagine que tu vas faire du porte-à-porte, tu vas à la rencontre un peu des habitants. Quand tu leur parles de 6ème République, des institutions, ça leur parle ou pas du tout ? C'est pas, il aborde pas par ce... Je veux dire, ça, c'est plutôt la conclusion de la discussion. C'est les premiers mots, quand on est face à des gens comme ça qui contestent un petit peu cette représentation politique, c'est dire, de toute façon, non, ça m'intéresse pas, ça sert à rien, les politiques, c'est tous les mêmes, quoi. Et ça, c'est compliqué. C'est moi qui essaye de faire ça différemment et je dis, mais moi, je me reconnais pas dans le sac dans lequel vous mettez tout le monde, quoi. Et donc, le plus difficile, c'est d'engager la discussion là-dessus pour expliquer pourquoi c'est effectivement important de se mêler de ça et que tous les politiques sont pas pareils et que il faut renouer en fait avec le fait de s'en mêler. C'est-à-dire, si vous ne mêlez pas de vos affaires, c'est pas les autres qui vont le faire à votre place. J'ai une petite phrase pour débloquer aussi et parfois engager la discussion. Dire voilà, mais moi je vais plus voter, ça sert à rien, tous les mêmes et tout. Je dis, vous êtes dégoûté? On me dit ouais, je suis dégoûté. Mais je dis, vous savez, quand les dégoûtés n'y vont plus, il reste que les dégoûtants. Et en fait, je la répète à l'envi cette phrase parce qu'elle me semble tellement simple et tellement évidente aussi. Et souvent, ça fait que les gens ils acceptent au moins d'en discuter. Parce qu'effectivement, si on lâche tous ce terrain-là, en fait, on ne changera pas les choses. Et comme on le disait tout au début de notre discussion, eux, ça les arrange bien, d'autant qu'ils ont serré les boulons en nous mettant une police politique en œuvre là, de manière assez violente depuis quelques années, qui fait taire toute velléité de faire autrement que par les urnes, ou en tout cas de porter une contestation dans la rue. Comment tu observes justement, toi qui es militant depuis longtemps, justement, déjà est-ce qu'on peut qualifier ça de dérive autoritaire ? Mais la gestion justement des mouvements sociaux, t'as vu toi l'évolution justement, comme on disait tout à l'heure, c'est à partir de 2016 qu'il y a eu les premières grosses répressions justement sur les mouvements sociaux. Comment là quand tu fais, parce qu'on a la session parlementaire, elle se termine bientôt, non ? Elle se termine le 28 février. Voilà. Donc là on est en fin de mandat. Comment tu observes toi ces 5 années justement où il y a eu les gilets jaunes, les manifs des réformes contre la réforme des retraites, le confinement, le déconfinement avec les manifestations contre les violences policières. Comment tu as observé toi cette gestion justement de la part du gouvernement Aussi, il faut rappeler que lors d'une manifestation de gilets jaunes, tu avais été matraqué par... Ouais, en marge, par le préfet Lallemand qui a été récompensé pour ça, puisqu'il a été nommé préfet de Paris. Un préfet de Bordeaux, on chasse toujours un autre. C'est ça. Alors, pour revenir sur la question des gilets jaunes et comment j'avais regardé cette affaire. Et tu viens de rappeler l'épisode où, effectivement, en quittant, c'était au mois de mars 2019, j'avais été matraqué par des policiers. Moi, j'y ai été dès le début parce que les revendications me semblaient légitimes. Passer les quelques jours où certains se demandaient s'il fallait y être ou pas y être parce que, tu comprends, il y a quand même des fachos dans le truc, tout ça. Non, mais les revendications sont légitimes. Et puis, j'allais dire, oui, il y avait quelques racistes, quelques fascistes au début, mais qui sont vite partis. Le mouvement des Gilets jaunes, c'était quand même un grand mouvement social qui réclamait plus de justice et la réduction des inégalités. Et donc ça, on ne peut pas être contre. Donc moi, j'y suis allé rapidement, déjà parce que donc, ces revendications me semblaient légitimes, elles me semblent toujours légitimes, et puis parce que on en parlait aussi de mon rôle de contrôle de l'action du gouvernement. C'était de voir aussi comment ces mouvements sociaux étaient gérés. Et j'étais un des premiers, pour pas dire le seul, dès la fin de l'année 2018, après 2 ou 3 rassemblements devant la mairie de Bordeaux, à dénoncer la politique de maintien de l'ordre ou de maintien du désordre du préfet Lallemand, où j'avais dit, là on est dans une escalade de la violence et ça ne peut pas fonctionner. Oui, c'est déjà Didier Lallemand là, oui. Oui, c'était déjà Didier Lallemand qui était là, préfet
préfet de la Gironde. Et donc, moi, je disais, là, il faut qu'on arrive qu'on prenne exemple, souvent on nous cite d'autres pays européens en exemple, qu'on aille sur une doctrine de désescalade dans la gestion des mouvements sociaux. Et là, on voyait que dès qu'il y avait des rassemblements devant la mairie et qu'à la moindre bouteille cassée, on te sortait les lances à eau et les lacrymos, forcément, ça a produit ce qu'inévitablement ça devait produire. C'est qu'en face, ça fait monter la violence. Et donc, au lieu d'avoir une politique de désescalade, on avait une politique d'escalade de la violence. Et on a vu que ça a perduré. C'était la politique du préfet Lallemand. Ça a perduré après sur la répression des Gilets jaunes à Paris, quand il était à Paris, jusqu'à produire ce bilan incroyablement désastreux du nombre d'éborgnés, du nombre de gens qui ont perdu des membres. Ici, on a Antoine qui a été mutilé. Donc voilà, donc ça c'était... Ouais, je crois que pour rappeler les chiffres, il me semble, pas loin de 5 personnes qui ont perdu une main, ou peut-être un peu plus, et 32 éborgnés. Et je crois qu'il y a quand même eu plus de 2000 blessés graves. Hein. Voilà. Et à l'époque même, il y avait des médecins qui avaient publié des tribunes pour dire, attention, nous les gens qu'on voit arriver dans les services, c'est des blessés de guerre, quoi. Je veux dire, pour qu'ils sortent de leur réserve pour dire, attention, arrêtez ça, et notamment dans les services d'ophtalmo, c'était gravissime. Donc moi j'avais dénoncé cette doctrine de l'escalade. Nonobstant le fait que je trouvais légitime les revendications, un mouvement social, ça se gère, et ça se gère pas avec de la violence et de l'escalade, ça n'aboutit qu'à ce bilan désastreux. Donc ça, c'était la première chose. Et puis rapidement, ce qui était une doctrine d'escalade dans la gestion des mouvements sociaux, c'est traduit en effectivement une dérive autoritaire. Une dérive autoritaire du gouvernement. Et quand on dit ça, des fois, on nous dit « Ah non, vous exagérez ». Je suis désolé, comme on s'est assis sur quand même masse de nos libertés fondamentales pour, soi-disant, gérer ces mouvements sociaux, pour après gérer la crise sanitaire, on est clairement sur une dérive autoritaire du gouvernement. Et je veux dire que plus personne ne conteste aujourd'hui, quoi. Ça me semble assez facile, c'est documenté. Voilà. Donc c'est inquiétant. C'est inquiétant, et notamment, moi, ce qui m'inquiète, c'est la façon dont cette dérive autoritaire, et notamment sur la question de la gestion de la crise sanitaire, elle est passée crème, hein, comme on dit. C'est-à-dire que la majorité des gens, en fait, se sont laissés emmener dans ce glissement-là, sous des prétextes de gestion de crise, et jusqu'aux dernières lois. Et je salue aussi le fait que quelques voix et des autorités, j'allais dire, morales ou médicales de ce pays, qui, en démissionnant ici ou là d'une institution, comme encore récemment, une des personnes du Haut Conseil à la santé publique a démissionné parce qu'il estimait qu'il ne pouvait plus remplir ses missions, qu'il était là justement pour valider des décisions prises en Conseil de défense contre toute réalité sanitaire. Bon, voilà. Mais alors, est-ce qu'on peut rappeler, pardon de te couper la parole, est-ce qu'on peut rappeler le Conseil de défense ? Qu'est-ce que c'est exactement ? Bah, si tu le sais, moi je suis preneur, hein, moi je sais pas. Hein. C'est un truc secret dont personne ne sait rien. Parce qu'elle n'était pas gérée comme ça au début, la crise. Au tout début, non. C'était le conseil scientifique. Ouais, il y avait un conseil scientifique. Il y avait soi-disant, je vous rappelle aussi, il y a 35 citoyens qui ont été tirés au sort pour conseiller le gouvernement, ou en tout cas avoir un retour sur la politique vaccinale ou je sais plus quoi. On ne sait pas qui sont devenus ces 35-là, mais bon. Donc il y avait tout un tas de trucs qui se sont mis en place. Il y avait un conseil scientifique chargé de conseiller. Et puis rapidement, ça c'est parti en conseil de défense. Et là, c'était à huis clos, on n'a pas de compte rendu, on ne sait pas ce qui s'y dit. Et c'est soumis au secret défense. C'est soumis au secret défense, on ne sait pas qui y siège. Et voilà. Et donc nous, on nous invitait au début à des réunions d'information, crise sanitaire, et à chaque fois, là, Véran, il se fait un plaisir de dire ouais, chaque fois qu'on fait quand on vous demande d'y être, vous n'y êtes pas, vous n'êtes pas au, je sais plus comment ça s'appelle, là, au comité de Théodule là, pour la suivi de la crise sanitaire. Mais, parce que quand on y allait, qui nous présentait des mesures et que nous, on disait, souvent c'était Mathilde Panot, présidente du groupe parlementaire, qui allait pour dire nous, on n'est pas d'accord avec vos mesures, ça finissait en communiqué de presse à la sortie, oui, on a réuni tous les parlementaires et notre stratégie est validée, machin, tout ça, quoi. Donc nous, on dit, on peut pas s'associer à cette mascarade, on n'y va plus, quoi. Donc vous pourrez plus nous associer à vos décisions. Donc tout ça pour dire que tout est décidé, effectivement, dans un truc opaque, un conseil de défense, on nous fait des petites réunions chips coca pour nous faire croire qu'on y partit, on a une voix à dire, mais non, en fait, tout ça est fait sans notre avis. Tu parlais du fait que c'était passé crème. Est-ce qu'on peut y voir une corrélation finalement avec, parce qu'il y a eu
les Gilets jaunes, qui ont quand même duré un certain temps. Dans la foulée, il y a eu la manifestation contre la réforme des retraites. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de résignation, en fait, De la part de qui? de la population? Bonne question. Parce qu'il est dur, ce quinquennat, quand même. Ah bah, socialement, je veux dire que les inégalités ont explosé. Quand on disait, nous, au début, président des riches, et que rapport après rapport, que ce soit de la Fondation de l'Abbé Pierre, d'Oxfam, de toutes les ONG indépendantes et qui documentent et corroborent notre analyse du président des riches, oui, il a été très dur pour les plus fragiles, pour ceux qui ne sont rien, qui n'ont qu'à traverser la rue pour trouver du taf. Donc, je ne sais pas si c'est en de la résignation que, là, sur la dérive autoritaire, sur le pass sanitaire, c'est vraiment d'autres ressorts, quoi, qui sont en œuvre, quoi. C'est pire que de la résignation, quoi. On fait adhérer les gens à des idées sous des faux prétextes, quoi. J'ai l'impression moi, c'est l'impression que ça me donne, tu vois. C'est vraiment, c'est un autre registre. C'est peut-être plus insidieux. Il y avait l'effet de surprise. Alors bon, au début, il y a eu l'effet de surprise, de sidération, comme on dit là. Oui. Paf, tout est bloqué, lockdown, on confine tout. C'est un peu comment c'est la théorie du choc aussi. Hein. Ouais. Voilà, c'est Naomi Klein qui parlait de ça, quoi. C'est la stratégie du choc, c'est ça. Hein. Oui, c'est ça. Utiliser comme ça un choc dans la société pour faire avancer ses pions. Ça relève plus de ça, quoi. Je vais changer de sujet total, parce que l'idée me vient en tête. Est-ce que tu as suivi la procédure Bayon de Valérie Murat? Forcément. Est-ce que tu peux la résumer vite fait? Ben, en quelques mots de ce que j'en connais, donc c'est l'association Alerte Toxique qui fait des analyses sur des bouteilles de grands vins de Bordeaux, pour la plupart, il me semble, Ouais. qui se revendiquent d'un label HVE, haute valeur environnementale. Ça a l'air beau comme ça. Ouais, voilà, ça a l'air beau. Moi, je dénonce ça aussi, comme beaucoup d'associations, comme étant juste un enfumage. Ça n'a rien d'environnemental ni d'un label. Et qui découvre donc à l'analyse que dans ces bouteilles, en fait, il y a des pesticides qui sont présents en résidus dans les vins, y compris des pesticides qui sont pour certains interdits, il me semble, hein, je dis ça de mémoire. Et donc, voilà, donc elle publie les résultats de l'analyse, et là-dessus, elle se fait tomber dessus par le Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux. Le CIVB. Le CIVB, pour les initiés, et qui lui tombe dessus en disant, Madame Murat, votre association Alerte Toxique, tout ça, là, c'est du dénigrement. Et donc, on vous met devant les tribunaux. On embauche l'avocate de Monsanto d'ailleurs au passage, et on vous amène devant le tribunal de Libourne, et là vous êtes condamné à 125 000 euros d'amende pour dénigrement. Voilà, c'est ça. En plus, c'est qu'elle n'est même pas condamnée pour diffamation. Non, pour dénigrement. Mais pour dénigrement. Ouais, parce que c'est une procédure civile qui permet justement d'avoir cette condamnation à effet immédiat, avec des sommes astronomiques, voilà, pour dénigrement commercial, on va dire, hein, en fait. Voilà. Donc voilà ce à quoi l'association est confrontée. Et donc ça se termine comme ça en première instance. Il y a un appel. Surtout qu'elle ne peut aller en appel que si l'amende est payée. Voilà. Alors elle engage un recours contre la décision. Je ne sais plus quelle forme il prend, qui est jugé là très récemment, puisqu'on était à ses côtés en fin d'année dernière, là, à l'automne dernier, devant le tribunal, où son avocat engage un recours contre cette décision, et là, pour qu'elle puisse interjeter appel, et là, le tribunal dit non, vous pourrez faire appel, votre appel sera recevable que quand vous aurez payé les 125 000 euros d'amende, ce qui est quand même assez extraordinaire, quoi. C'est-à-dire que tu es condamné, sans pouvoir faire appel, à payer tout de suite 125 000 euros, et tant que tu n'as pas les sous, tu ne peux pas faire appel, quoi. Donc, elle a demandé un soutien du maire écologiste de Bordeaux, Pierre Urmic, et un communiqué de presse qui est tombé aujourd'hui. Tu l'as vu passer? Ouais, je l'ai vu passer ce matin sur les réseaux sociaux. Valérie Murat s'étonne effectivement du silence du maire de Bordeaux, Pierre Urmic, sur cette question-là, qui dit ne pas vouloir interférer dans des décisions de justice. Bon, je trouve que la réponse, elle est un peu légère, voire cavalière, quoi. C'est que là, c'est pas une décision de justice, c'est une procédure Bayon,
menée par une filière, une interprofession, pour clairement faire taire une lanceuse d'alerte. Donc, et j'allais dire sur des choses qui sont pas des vues de l'esprit. Alors certains ont critiqué la méthodologie des analyses, tout ça. Moi je veux bien qu'on discute de toutes les méthodologies scientifiques et tout ça. Il n'empêche qu'aujourd'hui, il y a quand même une chose qui est avérée, c'est que ce label HVE, haute valeur environnementale, c'est de la poudre de perlimpinpin, comme dirait l'autre. Hein. Il n'y a rien, il n'y a aucun engagement dans ce label à réduire l'utilisation de pesticides. Enfin, il n'y a rien de concret et de conséquent dans ce label. Et donc ça, au moins, je veux dire, c'est factuel et Alerte aux Toxiques a pu dénoncer ce truc, j'allais dire, avant même qu'on s'en saisisse plus largement, y compris au Parlement, et qu'on le dénonce, avant même que le ministre actuel fasse rentrer ce label HVE dans les labels qui peuvent prétendre à des crédits d'impôt comme la bio. C'est-à-dire que c'est aussi utilisé aujourd'hui pour affaiblir la bio, ce label HVE. Donc voilà, donc tout ça a été fait, et donc c'était une véritable alerte qui avait été lancée, et donc qu'un maire qui se dit écologiste ne prenne pas position, ne serait-ce que sur ce truc-là, ça pose problème, quoi. Voire même quand il avait été, et je l'avais relayé aussi, pointé par la Confédération paysanne comme faisant des louanges à l'interprofession quand il lance la Bordeaux Wine Weeks ou je ne sais quoi, en louant tous les bienfaits de ce label HVE. Ça, c'est un événement pour remplacer la fête du vin. Ouais, ça fait plus chic quoi, quand c'est en anglais, c'est ça? Je sais pas. Yes, of course. Okay. Toi, c'est des questions, en tant que député, vous en étiez justement emparé des questions des pesticides Alors moi, c'est ma première proposition de loi, justement. C'était instaurer... Justement, on avait travaillé avec beaucoup d'associations, dont Alerte aux Toxiques, mais beaucoup d'autres. Hein, ici, on a l'avantage d'avoir pas mal d'associations et de lanceuses d'alerte, en plus, qui travaillent sur ce sujet-là. Je pense à Maryse Bibéran aussi, avec... ça s'appelle... alerte pesticides au Médoc. Oui. J'ai perdu son... Ou infopesticides. Infopesticides. Oui. Infomédoc pesticides, pardon Marie-Lise si tu nous entends. C'est ça le nom. Et puis aussi il y a l'APAG, Alerte Pesticides Haute-Gironde. Bon bref, il y a plein d'assauts qui sont engagés là-dessus, des syndicats aussi. Donc moi c'était ma première proposition de loi, c'était instaurer des zones sans pesticides autour des habitations, suite au scandale qu'on avait eu sur l'affaire de Blaye de l'école autour de Blaye. Oui. Parce que bien sûr, moi en tant que député, j'ai un mandat aussi de la population pour défendre l'intérêt général. Et la question de la santé environnementale, elle est au cœur de beaucoup de ce que je fais moi dans mes propositions de loi. Et donc voilà, donc évidemment ça m'intéresse, évidemment je suis très impliqué sur ces questions-là. Et j'ai porté tous ces sujets à l'Assemblée nationale, et je les ai portés encore, on parlait de la niche parlementaire tout à l'heure, puisque j'ai rapporté notre proposition de loi sur l'interdiction immédiate du glyphosate dans notre niche parlementaire qui était là début janvier. Donc voilà, c'est vraiment des sujets qui me semblent hyper importants parce qu'ils sont à la croisée de beaucoup de sujets. Santé environnementale, et puis aujourd'hui la nécessaire réorientation de notre modèle de production alimentaire. Et ça a été voté, cette proposition de loi ? Oui, elle a été soumise à un vote négatif, forcément. Forcément, tu te doutes bien, une niche parlementaire des Insoumis. C'est quoi les arguments pour voter contre une telle proposition de loi ? Il n'y a pas d'alternative. There is no alternative. Voilà. Il n'y a pas d'alternative, on est obligé, on ne peut pas faire sans le glyphosate, alors que non, on sait, il y a des rapports, on a moyen de faire compte. De Normandie a dit ouais, c'est du simplisme, vous comprenez pas tous les enjeux. C'est le ministre de l'Agriculture. Le ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie. Genre, vous allez mettre des filières complètement en faillite. Voilà, enfin, c'est le truc, nous, on est les ennemis jurés des agriculteurs, de l'agriculture, quoi. On voudrait vraiment mettre tout ça en faillite, ce qui est bien sûr tout à fait tout le contraire. Nous, ce qu'on souhaite, c'est une réorientation rapide des modèles de production pour préserver, je disais, je parlais de santé environnementale, la santé de la population, mais en premier lieu, la santé de ceux qui sont le plus exposés, c'est les applicateurs de ces produits eux-mêmes, les agriculteurs, les viticulteurs. Ouais, les vignerons, les ouvriers, les ouvriers viticoles, viticulture. ici pour ce qui est de la Gironde, les ouvriers agricoles, les agriculteurs, et puis après ceux qui consomment leurs produits. Donc voilà, c'est ça les enjeux. C'est pas un truc de simplisme.
Et on se base sur des études aussi pour dire oui, on peut faire autrement. On peut faire autrement qu'utiliser du glyphosate, on peut faire autrement que d'utiliser ces pesticides tueurs d'abeilles, les néonicotinoïdes, qui ont une dérogation à nouveau là, pour cette saison pour la betterave sucrière. Voilà, tout ça, les alternatives existent. Justement, dans le cadre du travail parlementaire, on a fait des auditions, on a conduit des trucs. Il y a des gens qui sont venus nous expliquer comment ils faisaient sans. Et puis, je veux dire, c'est pas 2-3 uluberlus qui font sans glyphosate et qui font ça avec des méthodes ésotériques. Non, il y a 53 000 paysans qui sont en agriculture, et paysannes qui sont en agriculture bio. Donc, ils bricolent pas, quoi. C'est des gens qui ont un haut niveau agronomique et qui mettent des solutions en œuvre qui demandent de l'intelligence, de la surveillance, de la présence et du savoir-faire. Est-ce que tu avais entendu parler de la cellule Déméter ? Évidemment. Est-ce que tu peux expliquer ? Alors ça, c'était une première dans une république bananière. C'était un contrat signé, on va dire, une convention signée entre la gendarmerie nationale et le syndicat majoritaire FNSEA pour surveiller toutes les paroles, je veux dire, d'agribashing, tous les comportements contraires ou en tout cas portant atteinte aux intérêts des agriculteurs. Voilà. Ça allait des vols de tracteurs jusqu'au fait que des militants s'étaient introduits dans des locaux d'élevage, des choses comme ça. Bon, en fait, ça s'est avéré être une cellule de police politique qui visait effectivement à contrôler tous les gens qui avaient un discours dissonant avec la doctrine du ministère et de la FNSEA. Notamment, je citais Alerte Pesticides Haute-Gironde et son président Henri Plandé, qui ont vu un beau matin, alors qu'ils organisaient des assises des riverains. Juste, ils avaient réservé une salle, ils avaient invité des viticulteurs, des agriculteurs et des riverains à discuter ensemble. Quelques jours avant, il y a la gendarmerie qui déboule chez lui pour savoir quelles sont ses intentions, quoi. Je veux dire, comme démarche pacifique et de dialogue, on peut difficilement faire plus consensuel. Et pourtant, voilà, c'est donc une police politique destinée à intimider, à surveiller tous les gens qui auraient un discours dissonant. Et qui d'ailleurs, cette cellule, ça a fini par se voir quand même, puisque je crois que c'est le Conseil d'État qui a demandé au gouvernement de la dissoudre, parce que ça contrevenait effectivement à quelques principes de respect des libertés. Il a quel rôle, le Conseil d'État, lui ? C'est la plus haute juridiction, si tu veux, qui permet, après le tribunal administratif, de juger la chose sur le registre administratif, sur l'action administrative de... Parce que on entend souvent, ça a été retoqué par le Conseil constitutionnel, ça a été retoqué par le Conseil d'État. Du coup, j'aurais bien aimé qu'on éclaircisse un petit peu la différence. Ouais, alors moi je suis pas un grand spécialiste de tous ces rouages institutionnels. C'est mon collègue Hugo Bernalicis qui nous fait la leçon à chaque fois. Donc oui, le Conseil d'État, c'est la plus haute juridiction. Quand tu as un problème avec l'administration ou avec l'État, tu peux saisir effectivement le tribunal administratif. Tu peux le faire. Là, il y a un tribunal administratif à Bordeaux. Je sais pas si tu veux discuter d'une décision prise par ton maire. Mm-hmm. Bah, tu peux, s'il répond pas à tes courriers, que tu penses qu'il contrevient à la loi, tu peux saisir le tribunal administratif. D'accord. Si le tribunal administratif... Ça, chaque citoyen peut le faire. Ouais. Tu peux même le faire en ligne. Tu peux saisir le tribunal administratif sur des non-respect de la loi ou de principes réglementaires. Si tu es débouté par le tribunal administratif, tu dois pouvoir faire un appel. Et après, si tu considères que malgré tout, tu n'es toujours pas d'accord avec la décision de cette juridiction, tu peux monter à la juridiction au-dessus, qui est le Conseil d'État, hein, qui juge, lui, en dernier recours, toutes ces questions administratives. Le Conseil constitutionnel, lui, a pour objectif de vérifier, de valider que les lois qui sont votées et qui sont proposées par le gouvernement et votées par l'Assemblée respectent bien tous les principes constitutionnels. Bon, là, je fais une petite reprise de volée, mais en pensant Conseil constitutionnel, je pense... je sais pas, j'ai entendu parler de cette petite histoire avec le cabinet McKinsey. Tu connais ? Ouais. Cabinet de conseil qui conseille le gouvernement sur la gestion de la crise, où on a Laurent Fabius qui siège au Conseil constitutionnel et son fils qui est directeur associé de McKinsey. Chez McKinsey. Ouais, c'est la question de l'indépendance et de la faillite des institutions de la Ve République. C'est vrai que le Conseil constitutionnel, nous on l'a saisi un paquet de fois sur les projets de loi qu'on nous a
qu'on nous a enquillé pendant tout ce quinquennat, parce que ça nous paraissait légitimement argumenté. D'ailleurs, je pense que les saisines du Conseil constitutionnel, elles sont publiques. Ça nous paraissait aller contre des principes constitutionnels. Donc on l'a saisi un paquet de fois. On a quasiment tout le temps été débouté, sauf parfois sur des dispositions un peu annexes où le Conseil constitutionnel, pour pas paraître complètement inopérant et inexistant, a validé, a retoqué quelques dispositions du gouvernement et quelques dispositions législatives. Mais c'est le fait rare, quoi. Et oui, il y a un souci. Qui compose le Conseil constitutionnel, par qui sont nommés, voilà. Je crois que c'est notre ami Juppé qui est au Conseil constitutionnel. Tout à fait. Il avait été auditionné à la commission des lois à l'Assemblée nationale, justement au moment de sa nomination au Conseil constitutionnel, et j'avais expressément demandé à mon copain Hugo Bernalicis et à ma camarade Daniel Obono si je pouvais siéger à l'audition de Juppé. Tu voulais lui faire un petit coucou? Alors là, je voulais lui faire une petite... en tant que Bordelais? Voilà, je voulais lui faire un petit discours de bienvenue, quoi. Donc voilà, j'ai fait une intervention où j'avais pas manqué de rappeler son parcours judiciaire et le fait qui me semblait effectivement le plus indiqué pour être complètement neutre et juste dans son rôle au Conseil Constitue, quoi. Je rechange de sujet à nouveau. À un moment, tu étais engagé en lutte du côté de Bagatelle. C'était pourquoi exactement? Voilà, sur la question hospitalière santé. Oui. Alors ça, c'est très, très d'actualité, puisque aujourd'hui, tout le monde a pu le voir. Il y a des tentes qui ont poussé dans le couloir des urgences au CHU de Bordeaux, parce que la situation sanitaire et la situation des établissements de santé est absolument délirante en termes de manque de moyens, de manque de personnel. Donc moi, depuis plus de 5 ans, je suis engagé pour sauvegarder l'implantation de l'hôpital militaire Robert Picqué, qui est sur Villeneuve-d'Ornon, qui travaillait en collaboration avec la maison de santé protestante Bagatelle. Et en fait, le ministère des Armées se désengage beaucoup de ces hôpitaux militaires. Il a déjà fermé le Val-de-Grâce à Paris. Il souhaitait fermer aussi Robert Picqué et transférer une partie de ses activités vers la maison de santé Bagatelle. Donc moi je pense que... Sauf que c'est un truc privé, non, Bagatelle? C'est un truc privé, complètement privé. C'est une maison de santé, c'est une clinique confessionnelle, protestante, même si c'est pas affiché de manière ostensible quand tu y vas. Mais c'est surtout le caractère privé, moi, qui me pose problème. Donc il y avait une coopération qui préexistait entre les deux établissements et qui là, en fait, va aboutir... ce qu'ils appellent une fusion, moi j'appelle une fermeture, qui est managée par l'ARS, l'Agence régionale de santé, qui vise en fait qui va aboutir à la fermeture de spécialités et de services du côté de l'hôpital Robert Picqué, la perte de l'héliport, la fermeture des urgences de Robert Picqué qui accueillait jusqu'à 28 000 personnes, 28 000 patients chaque année, qui va se retrouver maintenant pour partie sur la maison de santé Bagatelle, sur la clinique Bagatelle, avec une implantation qui est toute petite, minuscule, hein, c'est quelques milliers de mètres carrés sur Bagatelle, alors qu'il y a 24-25 hectares sur Robert Picqué. Et puis, quand je dis 25 hectares, forcément, vous voyez tout de suite venir, avec leurs gros sabots, les promoteurs immobiliers, qui aussi, cette opération n'est pas complètement neutre, puisque ça va faire, si ça aboutit, et j'ai pas encore abdiqué, et j'espère que ça pourra encore être suspendu, ferait le bonheur de quelques promoteurs. Tu penses bien qu'une vingtaine d'hectares sur la métropole bordelaise au prix du mètre carré. Oui, en plein cœur de la métropole en plus. Ça, en plein cœur de la métropole, ça fait baver quelques-uns. C'est pas complètement périphérique, quoi. Non. Donc voilà. Et ça, c'est des choses, t'en parles justement avec les gens de la circonscription, les citoyens. Mais c'est le genre de truc extraordinaire, c'est des sujets où... T'es soutenu sur... 98% des gens sont contre cette fusion, qui est une fermeture déguisée, et où les décideurs politiques font les choses à l'envers. Il y avait même un truc complètement fou, hein, c'est qu'il y a une enquête publique qui a été menée, la commissaire enquêtrice, et nous on avait lancé une grande votation sur ce sujet-là. Il y a 2000 personnes qui avaient voté, qui avaient rendu leur avis, qui avaient dit non, on a besoin de garder l'hôpital Robert Picqué, tout ça. Bon bref, il y a une enquête publique. La commissaire enquêtrice conclut que ce projet n'est pas d'intérêt général. D'accord ? Un hôpital ? Un hôpital. Enfin, la fusion.
Elle dit cette fusion-là, elle n'a pas d'intérêt général, il vaudrait mieux étudier des alternatives. Parce que les alternatives, au début, il en était question, et après, elles n'ont même pas été chiffrées ni étudiées. Hein. C'est-à-dire qu'on te dit, ce truc-là, on ne peut pas faire autrement, mais on ne te dit pas comment, si une alternative a été étudiée. Donc bref, la commissaire enquêtrice, elle dit, ça ne répond pas à l'intérêt général, il faudrait étudier des alternatives. Et malgré ça, ça se fait, et pour que ça se fasse, il faut modifier le plan local d'urbanisme métropolitain, Le PLU. le PLUI pour intercommunal. Et donc tout ça passe en séance à la métropole, et tous les élus votent pour la modification du PLU pour permettre ce truc, alors que la commissaire enquêtrice a dit que c'était contre l'intérêt général. Donc tu as d'un côté la population, une commissaire enquêtrice avec une enquête publique qui est menée par la Commission nationale du débat public, la CNDP, qui est d'un côté qui dit non, ça n'est pas d'intérêt général, et puis de l'autre côté, pour servir je ne sais quels intérêts financiers ou corporatistes, une poignée d'élus qui votent contre cette décision et contre l'avis de l'enquête publique. Donc moi, ça me pose quand même question. Après, ces mêmes gens qui vont te dire on ne comprend pas, les gens ils font plus confiance aux politiques, ils vont plus voter, ils sont dégoûtés. Ben ouais, mais bon, si vous allez à ce point-là et de manière si caricaturale contre l'intérêt manifesté par vos propres administrés, parce que pour le coup, ce sont des maires, et les gens qui sont contre, ce sont leurs administrés, vous comprenez qu'il y a quand même un petit souci démocratique. Là, les maires, parce que Robert Piquet, c'est à Villeneuve ou c'est à Talence ? C'est à Villeneuve-d'Ornon, la maison de santé, la clinique Bagatelle est sur Talence. Et c'est sur la route de Toulouse, juste en face, c'est Bègle. Bon, bref, tout ce monde-là. Du coup, les maires du coin, eux, sur ce projet-là, ils se sont prononcés comment ? Ils sont pour. Ils sont pour que ça fusionne ? Ouais, ils sont pour, ils ont voté la modification du PLU, voilà. D'accord. C'est-à-dire que je suis le seul élu, à ma connaissance, à part quelques élus municipaux d'opposition sur les communes que tu as citées, Talence et Villeneuve notamment, à dire non, ce projet n'est pas d'intérêt général. Bon, après, j'ai l'habitude d'être en minorité à l'Assemblée, c'est toutes les semaines, donc c'est pas ça qui m'embête plus. Moi, ce que j'aimerais, c'est quand même qu'on aboutisse à la fin à remporter cette bataille. D'autant que là, on parlait de crise sanitaire. Pendant la crise, la première vague, c'est l'hôpital Robert Piquet qui était un soutien logistique pour permettre... Oui, c'est la question que je voulais poser. Quel avait été son rôle pendant la crise sanitaire, justement ? Important. Salle de réanimation, pour avoir des vrais lits de réa quand tout le monde était au taquet, saturé. Je parle de ça, donc c'était première vague, 2020. Après, quand on a eu, un an après, les grosses vagues de vaccination, ça a été aussi un endroit de vaccination. Voilà, donc une contribution majeure, reconnue d'ailleurs par la ministre des Armées, Madame Parly. Florence Parly. Voilà. Et pour autant, ils veulent effacer ça de la carte dans un horizon de 1 à 2 ans. Ah oui, c'est rapide. Ouais, alors après ça traîne, ils ont pris du retard parce qu'ils avaient déjà ambition que ce soit fait en 2022. Donc on a au moins réussi à leur mettre un petit caillou dans la chaussure et à ralentir un peu les opérations. Mais néanmoins, c'est toujours dans les tuyaux et il y a un projet alternatif. Moi, je l'ai proposé, c'était le 17 février 2020, j'ai proposé un projet alternatif en disant oui, il faut une coopération entre ces deux établissements, entre Robert Piquet, l'hôpital militaire et Bagatelle, mais néanmoins, on a besoin de cette structure publique pour pouvoir soigner tout le monde, pour pouvoir soigner aussi tous ces nouveaux habitants qui arrivent sur la métropole bordelaise. Et puis là, on a surtout tout ce quart sud-est de la métropole. Robert Piquet, ça soigne jusqu'à la Brède. Donc c'est un bassin de 200 000 personnes à soigner. Oui, parce qu'après, il n'y a plus d'établissement de... Après, c'est Langon. Ouais, voilà, c'est ça. Après, il n'y a plus rien, quoi. Non. Après, il n'y a plus rien. Donc voilà, c'est une bataille. Moi, j'ai bon espoir qu'on arrive encore à la gagner. Et comment... C'est quoi les levées d'action là, qui te restent justement sur ce combat ? Gagner les prochaines élections. Parce que du coup, si on les emporte, j'ai bon espoir d'avoir l'oreille attentive du ministre ou de la ministre de la Défense du gouvernement Mélenchon pour lui dire, on ferme pas l'hôpital Robert Piquet. Moi, j'ai proposé depuis le début, et j'ai proposé un amendement au dernier projet de loi de finances, c'est que si le ministère des Armées voulait partir, parce qu'il voulait se désengager, ça le regardait. On achetait une plaque, ministère de la Santé, 4 vis et moi je fournissais même la visseuse, on remplaçait la plaque
ministère des Armées par ministère de la Santé. On faisait un amendement pour faire un transfert budgétaire et l'affaire était pliée, on n'en parlait plus. Ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu. Je sais pas, la plaque était trop chère ou quoi, mais mon amendement n'a pas été voté. Je comprends pas. Et c'est un truc qui coûte 0 € aux contribuables, c'est ça qu'il faut bien comprendre. De changer la plaque. Oui. Et ça veut dire qu'on sauvegarde cette unité. Ça avait été remis un petit peu à niveau aussi en 2010. Il y a eu des travaux importants de réhabilitation. Et puis surtout, on arrête de transférer. Parce que quand on dit on ferme l'hôpital Robert-Picqué pour faire une fusion, en fait un transfert vers Bagatelle, il n'y a pas que la fusion. Il y a aussi 30 millions d'argent public qui vont aller sur les 15 prochaines ou 20 prochaines années vers la maison de santé Bagatelle pour accueillir les médecins militaires, pour qu'ils soient opérationnels si jamais il fallait qu'ils soient projetés en opération extérieure, comme on dit, c'est-à-dire aller au Mali, je ne sais où, pour soigner nos militaires. Voilà, ce qui est indispensable, d'avoir des cadres médicaux, des médecins militaires formés qui gardent leurs compétences au fil du temps. Mais voilà, donc 30 millions d'argent public, moi j'y ai avec 30 millions, il y a de quoi faire une sacrée remise à niveau, voire un agrandissement de l'hôpital Robert-Picqué, d'autant que je parlais des tentes qui sont dans l'entrée des urgences du CHU de Pellegrin. Moi, j'ai rencontré les soignants qui sont mobilisés en ce moment et qui disent on a un tel niveau de saturation de Pellegrin qu'il faut construire un nouvel hôpital dans la métropole. Mais on ne va pas en construire un, il y en a déjà un. Robert-Picqué. Oui, puis... moi, je vous propose un truc à 20 €, vous changez la plaque, ministère des Santé, tac, après les 30 millions, au lieu de les transférer vers Bagatelle, on les investit sur place et voilà, s'il faut créer des services, s'il faut réhabiliter des bâtiments, eh ben on y va, on met de l'argent, c'est de l'argent public, ça nous appartient à tous. Et ça va perdurer, nos enfants en bénéficieront. Surtout sur une métropole qui s'agrandit en plus. Mais c'est ça. Enfin, je veux dire, ils n'arrêtent pas de construire, donc à un moment, les gens, il faudra bien les soigner. Et il y a de la place en plus à Bagatelle, quoi. Pas à Bagatelle, à Robert-Picqué. À Robert-Picqué, parce que... 25 hectares, mon contre-projet, c'est de dire, voilà, aujourd'hui, on se garde 10-12 hectares pour Robert-Picqué, le service hospitalier, pour l'agrandir, l'améliorer si besoin. On garde l'héliport, parce que c'est le seul héliport de la métropole qui permet d'avoir des hélicoptères, des gros porteurs. Ah oui, parce qu'ils en ont quand même un au CHU. Ils en ont un au CHU, mais tu poses des petits trucs, en tout cas des trucs de gros gabarits, notamment quand tu fais du sauvetage en mer. Mm-hmm. C'est des gros porteurs, en fait, c'est des gros hélicos. Ils vont pas au CHU Non, ils vont pas au CHU, ils peuvent pas se poser, la piste elle est pas assez solide. Ah d'accord. Pour ça, c'est un pilote d'hélico qui m'a raconté ça. Ok, les dragons, je pensais qu'ils allaient au CHU, moi. Non. On rencontre des gens fort intéressants, d'ailleurs, quand on commence à creuser ces sujets-là, qui nous disent mais c'est une aberration. Et donc voilà, donc on peut garder l'héliport, et puis après, il reste de la place pour faire aussi tout ce qu'il y a besoin de faire. Et juste derrière, il y a justement une maison de retraite, un EHPAD. Il y a moyen de faire aussi une zone, j'allais dire, de rencontres intergénérationnelles pour que les malades qui sont soignés à Robert-Picqué, les gens qui sont en maison de retraite puissent faire des choses ensemble. Et aussi, ça participe à recréer du lien et ça permet d'améliorer la situation sanitaire et psychologique des gens qui sont dans des périodes soit en maison de retraite, soit à l'hôpital où les soins, c'est compliqué. Il faut aussi avoir d'autres ressorts que simplement... Oui, puis quand tu es hospitalisé, c'est bien aussi de pouvoir un peu avoir accès à une sociabilisation. Quoi. Rompre l'isolement, quoi, parce que sinon, c'est juste... c'est insupportable. Donc, il y avait cette question-là. Et puis, garder aussi 10-12 hectares pour avoir un vrai parc paysager, boisé, pour qu'au plein cœur de la métropole, on ait des endroits pour respirer autre chose que de l'asphalte et du béton. Et quand tu vois aujourd'hui qu'ils sont encore en train de couper des arbres ou de les faire mourir, comme c'est le cas justement sur Bagatelle, là où on a un espace boisé classé, et on a protesté encore récemment contre le traitement qui est réservé aux arbres. Bon, voilà, c'est pas du superflu. Donc il y a des alternatives qui existent. Moi, j'en ai proposé, je les ai chiffrées. Bon, c'est pour ça que je dis au 26 avril, j'irai remettre l'alternative à mon collègue ou ma collègue du ministère des Armées, du gouvernement Mélenchon, pour qu'on garde cet hôpital. Et cette campagne présidentielle, justement, tu parlais du gouvernement Mélenchon, comment tu la sens ? Écoute, je vais pas être très objectif, forcément, vu de ma fenêtre, mais plutôt pas mal, plutôt bien. On est beaucoup sur le terrain les uns les autres, il y a beaucoup de réunions publiques. Notre candidat Jean-Luc Mélenchon fait aussi des meetings, il y en avait encore un hier dimanche à Montpellier qui fait le plein, 8000 personnes. Alors certes, les médias mainstream tentent et réussissent assez bien souvent à passer ça soit en second plan, soit à rendre ça quasi invisible. Néanmoins, je pense que dans la population, les gens voient aussi ce qui se passe.
nous entendent et nous écoutent, parce que comme tu le fais ici, toi, avec cette émission, on a aussi, nous, des outils de communication, des outils pour diffuser nos idées, que ce soit sur les réseaux sociaux. Moi, je suis pas un outil de communication de la France Insoumise. Hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu ne participes pas à ces médias mainstream, où tu es aussi tous ces médias d'information alternatifs. Et nous, on a aussi pris le parti de s'affranchir de ces médias mainstream pour avoir nos propres outils de communication et faire entendre nos idées et donner à voir ce que nous produisons aussi en termes d'idées, de contenu programmatique, et puis aussi des rassemblements populaires. Je parlais des meetings et des réunions publiques. Moi, je suis très surpris parce que je suis régulièrement et quasi chaque semaine, comme mes 16 autres collègues, les 17 députés, on est chaque semaine dans des réunions publiques. Et même quand c'est pas Jean-Luc Mélenchon qui se déplace, on a régulièrement plusieurs centaines de personnes qui viennent entendre les députés européens, les députés nationaux, les membres du Parlement de l'Union populaire, pour développer un projet alternatif à celui qui nous est proposé. Et donc, il y a plutôt un bon écho. Et puis, sur le porte-à-porte aussi, les gens ont envie d'autre chose. Il me semble qu'il y a plutôt un écho favorable. Après, on sait bien que tout ça est aussi très incertain, très volatile, que la place des médias, la place aussi des sondages, qui sont un petit peu des prophéties autoréalisatrices, c'est un peu compliqué de se faire entendre en dehors de ce cadre-là. Mais moi je suis plutôt optimiste. Écoute, de toute façon, quoi qu'il en soit, je pense qu'on aura encore pour, comme on dit, un demi-siècle à entendre les insoumis et leurs propositions mener cette voie de la gauche de rupture dans le pays. Donc voilà, moi je peux être qu'optimiste. Voilà. On verra, écoute, on en reparlera le 26 avril si mon optimisme était trop important. Il paraît, rumeur peut-être, que le pass sanitaire sera levé fin mars. J'ai entendu ça comme toi, ouais. Ça tombe bien pour les élections. Ouais. C'est étonnant, les hasards du calendrier. C'est un calcul politique, tu crois, ou... Ma question peut paraître naïve, mais franchement, ça m'interpelle, quoi. Les gens commencent à se poser beaucoup de questions. On a déjà eu l'annonce des allègements 2 février, 28 février, là. C'était tout début janvier, quand commençait à monter aussi une grogne, la question de ces fameux convois de la liberté, où les gens commençaient vraiment à protester sur ce qu'on disait tout à l'heure, la dérive autoritaire, le fait que tout ça, finalement, était pris sans réelle cohérence sanitaire. C'est ça qu'il faut souligner, c'est que c'est pris sans réelle cohérence sanitaire, et que donc là, opportunément, ils nous disent ce pass sanitaire, qui était si urgent de voter au mois de janvier, ils vont peut-être l'enlever fin mars, à 10 jours du premier tour de l'élection présidentielle, quoi. Donc, voilà, on va dire les hasards du calendrier, mais personne n'est tellement dupe, quoi. Tu parlais du Parlement de l'Union populaire tout à l'heure. Tu peux vite fait expliquer ce que c'est justement, quel est son rôle, ce qu'ils font ? Oui, c'est très, très simple. C'est que ce que je disais, c'est que nous, on est les porte-voix, en quelque sorte, de cette gauche de rupture, et que nos propositions, on l'a mesuré aussi par des sondages, j'allais dire anonymes, c'est-à-dire sans dire que c'était la France Insoumise qui les portait. Nos propositions, comme la hausse du SMIC, à 1 400 €, la retraite à 60 ans, recueillaient un assentiment. Oui, ça a été fait l'été dernier, c'est ça ? Au mois d'août dernier, c'était Harris Interactive, et c'était entre 75 et 90% de nos propositions qui recueillaient un assentiment populaire. Donc on a dit finalement, le programme que l'on porte et que l'on présente pour la présidentielle, finalement, il dépasse largement le cadre de la France Insoumise. Et ce qu'il nous faut, c'est en gros donner à voir qu'il est capable de faire un rassemblement à la base des gens qui défendent ces idées-là. Et donc le Parlement de l'Union populaire, c'est de regrouper dans ce Parlement, justement, des gens qui se retrouvent sur les propositions, qui ne sont pas des insoumis, ou pas que des insoumis, il y en a, moi j'en fais partie aussi, les parlementaires en font partie, mais l'idée c'était de regrouper des gens qui se reconnaissent dans les propositions, et qui ne sont pas forcément la France insoumise, mais qui disent voilà, le projet que l'on souhaite défendre et mettre en avant pour 2022, et celui de l'Union populaire, il nous semble le plus cohérent, le plus abouti, celui qui répond à nos aspirations, et donc on s'engage publiquement en fait à défendre ce projet. Oui, dedans on retrouve Émeric Caron, qui a rejoint il n'y a pas longtemps, il y a Barbara Stiegler, Aurélie Trouvé de Oxfam, c'est ça ? Aurélie Trouvé, Attaque. Voilà, oui, il y a des gens très divers, il y a Bruno Gassio, il y a plus de 200 personnes, je ne pourrais pas
tous les citer. Bruno Gaccio, pour ceux qui nous écoutent, c'était un des auteurs des Guignols de l'info. Voilà. Il y a Ali Rabé, qui est le maire de Trappes, qui est plutôt du côté de Génération S, donc, qui était un proche de Benoît Hamon. Voilà, donc on fait l'union, nous, par les idées. Hein, c'est-à-dire qu'on dit la présidentielle, c'est pas une course des petits chevaux, c'est pas non plus un casting. Suivez mon regard. Et la question, c'est vraiment de quoi on parle, quelles sont les idées que l'on met en avant et que l'on va mettre, pas seulement en avant, mais que l'on va, avec lesquelles on va diriger au printemps prochain le pays. Et si ce truc-là vous semble répondre à vos attentes, rejoignez le Parlement de l'Union populaire et faites en sorte qu'on ait une majorité d'idées dans le pays, quelle que soit votre étiquette, on s'en fiche. Pas d'étiquette, pas de prérequis, c'est juste sur les idées. Mais du coup, ils ont un rôle ou c'est juste faire figure de on est d'accord avec le programme. Ils travaillent sur. Alors ils ont un réel travail sur proposer effectivement des thématiques de campagne. Là en ce moment, ils travaillent beaucoup sur la question de l'utilité des services publics et voilà, ils proposent aussi des angles de campagne, des sujets qui pourraient nous avoir échappé aussi ou qui pourraient avoir échappé à l'équipe de campagne. Sur des choses qui montent ou qui sont en tout cas dans leur registre de connaissances, dans leur réseau, sont des choses importantes à apporter politiquement. Donc c'est vraiment un rôle aussi de proposition et d'ébullition intellectuelle autour de cette campagne et puis aussi de politisation, c'est-à-dire que donner aussi à voir parmi les gens qui les suivent, qui les écoutent, parce qu'ils ne sont pas forcément des politiques comme on l'entend, en tout cas pas engagés à ce titre-là. À regarder, à s'intéresser au débat politique. Ouais, il y a des gens qui les suivent, j'imagine. Par exemple, Émeric Caron, il doit avoir des gens qui le suivent déjà régulièrement, comme d'autres, c'est ça ? Oui, sur la condition animale, voilà, effectivement, Émeric Caron est quand même... je prends son exemple parce que je crois que c'est un des derniers à vous avoir rejoint. Oui, c'est un des derniers. Et puis, il lui porte des propositions fortes sur le bien-être animal. Voilà, alors même si, on l'a déjà répété, si on n'est pas en phase complètement avec les propositions d'Émeric Caron, de ce qu'il propose, et qu'on n'est pas complètement sur la même ligne, y compris sur les questions d'antispécisme. Émeric Caron a compris que ceux qui étaient le plus en pointe et le plus en avance programmatiquement et politiquement sur la question du bien-être animal, c'était la France insoumise. Donc il dit, voilà, là, si ce programme-là l'emporte, on aura fait un pas de géant sur les sujets que moi, Émeric Caron, je porte. Donc voilà ce qu'il dit. Il ne dit pas que ça sera la complétude de son programme, puisque c'est l'avenir en commun qui s'appliquera. Mais il dit néanmoins que c'est un pas en avant, et après on continuera effectivement à réfléchir avec tous ces gens-là pour faire avancer nos propositions et les retravailler, les améliorer. Très bien Loïc, cet entretien touche à sa fin. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci à Marie Savigna pour la prise de son, le montage et le mixage, ainsi qu'à Matt Bauer pour le générique, mais également à Sophie Janto pour la prise de notes de cet entretien, ainsi qu'à l'agence Octave Sonore. Et c'est désormais une habitude, nous finissons en musique sur temps long avec Kika Contesi qui nous interprète Bella Ciao. Merci Camille. Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasor, oh partigiano, portami via. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morir. E se io muoio da partigiano, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire lassù in montagna. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fior e le genti che passeranno. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno ti diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano morto per la